C'était donc ça tout ce tintouin, les cris, le micro, d'accord. À mon avis, vous allez vite vous en lasser. Je ne lui prédis pas un grand avenir. Salut tout le monde, je m'appelle Robin et je vous accueille avec plaisir pour ce 22e épisode du balado Une invention sans avenir, le podcast cinéma qui s'autodétruit si on parle pas d'un film de Jacques Demy à chaque épisode. Est-ce que vous voulez juste citer un titre de film de Jacques Demy au cas où Il faut que ce soit en lien avec le thème ou pas ? Non, n'importe quoi, c'est bon, vraiment... Alors parking du coup. Yes, j'aime ça. Parce que, bon, oui, en lien avec le thème d'aujourd'hui, il faudrait évoquer Une chambre en ville et sa scène d'intro, la fameuse manifestation chantée à coups de police, milice, flicaille, racaille. Vous l'avez compris, pour cet épisode 22, on parle de la police en compagnie de 3 invités à qui je n'ai pas demandé d'extrait de casier judiciaire car je me fiche de vos antécédents. Raph est là, bien sûr. Salut Raph. Salut Robin, bien sûr que je suis là. Je vais pas rater une occasion de dire du bien de la police. C'est ça, on verra. Celle qui est à l'origine du thème de cette émission 22 de la chaîne Cinéma et Politique, Clémentine est avec nous, salut. Salut. Et ça fait au moins 2 émissions qu'on tease cet épisode 22 oui, c'est clair. Les flics. Grâce à toi Clémentine. Et oui, puis c'est la première fois que j'enchaîne 2 émissions d'affilée. Tu vas finir par être la Elisabeth Lévy de ce podcast, toujours là, toujours avec son verre de blanc devant le micro. Et enfin pour la première fois à l'émission et avec moi en studio à Montréal, bienvenue Alexia. Merci. Alexia, t'es journaliste, tu produis et animes le podcast Québec au pluriel, ainsi que l'émission Balado sur la montagne, diffusée sur la radio CISM, et puis dans l'émission dans laquelle tu nous as reçus récemment, Raph et moi. Puis ça s'est transformé à moitié en entretien d'embauche, puisqu'après avoir parlé pendant 10 minutes, on s'est dit, on va la recevoir tout simplement. Oui, et d'ailleurs, je reviendrai longuement dans ma chronique sur le film qui a fait tout basculer et qui a fait que vous m'avez invité. Le film dont on a parlé en off et on a tellement aimé cette discussion qu'on a eu l'envie de l'enregistrer. C'est ça, un bon teasing, c'est très bien. Bon alors aujourd'hui, épisode 22 comme 22, v'là les flics, évidemment, expression argotique, un peu du siècle dernier quand même. Ça sent un peu le film avec Jean Gabin, cette expression. J'aurais voulu vous donner l'origine d'ailleurs, mais j'ai cherché un peu et les hypothèses sont nombreuses. Alors je vous invite à sur la page Wikipédia consacrée à cette expression. Clémentine, toi qui vis un peu dans le cinéma italien, tu connais l'équivalent en italien de 22 ? Ah non, désolé, je sais pas. D'après Wikipédia, ce serait 16. Ah bon ? Sedici, t'as peut-être déjà entendu ça, je sais pas. Dans les... Quoi, non. mais pourquoi ? Bon, 22, là les flics, c'est ça le thème de l'émission d'aujourd'hui, dans Une invention sans avenir. Clémentine, puisque ta chronique est teasée depuis plusieurs mois dans le podcast, on s'est dit, point de suspense inutile. Enfin, tu vas nous donner ton avis tant attendu sur le film La Nuit du 12, Clémentine. Alors, après avoir été couronnée de succès à la cérémonie des Césars avec 6 récompenses, dont celle du meilleur film, La Nuit du 12 de Dominique Moll est ressorti en salle. Je me suis donc précipitée pour voir ce film que tout le monde qualifie alors de féministe. Moi, féministe, je vais voir un film féministe. Tout est dans l'ordre des choses. C'est ça. Et au vu des critiques dithyrambiques, je m'y rends avec enthousiasme. Même si quand même, j'ai ce petit quelque chose qui me titille dans la tête. Cette année au César, aucune femme n'a été nominée dans la catégorie meilleure réalisation. Et puis dans la salle de cinéma, le film se déroule devant moi. Et à plusieurs reprises, je souffle et je lève les yeux au ciel et je me facepalm, comme on dit sur les internets. Je sais pas s'il y a un équivalent québécois. Pas que je sache. Non, bon. Et une fois sorti, voilà, je m'agace sur le film. Et toute la soirée, mon ami m'a entendu m'énerver sur La Nuit du 12. Alors pourquoi, moi féministe, n'ai-je pas aimé ce film féministe ? Alors pour moi, La Nuit du 12 est un film fait par des hommes, pour les hommes. C'est une histoire d'hommes qui s'introspectent et prennent conscience des violences sexistes et sexuelles, probablement à l'image en fait des auteurs du film. Alors, en soi, je ne suis pas contre l'introspection des hommes sur eux-mêmes, mais personnellement, je préfère qu'ils le fassent dans leur tête plutôt que dans des films. J'ai eu le sentiment devant le film que les auteurs, en fait, ont découvert le féminisme avec MeToo
et peut-être des livres comme, je sais pas moi, le féminisme pour les nuls, des podcasts, que sais-je. On ne citera pas les podcasts en question, hein. Oui, on va voilà. pas se faire des ennemis tout de suite non plus. Mais... Pardon, mais il existe vraiment le féminisme pour les nuls ou pas? Oui, alors en fait, j'ai écrit ça pour rire, mais j'ai vérifié, ça existe vraiment, oui. Oh là là. Alors pour moi, l'un des signes de cette espèce d'amateurisme en la matière se situe notamment dans des dialogues écrits à la truelle, surlignés. Alors petit florilège. Un moment, flic numéro 2, donc celui joué par Bully la nurse, dit « En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler, à commencer par Jeanne d'Arc, des sorcières. » Bon voilà, niveau subtilité, on repassera. Autre réplique, cette fois-ci dite par flic numéro 1, donc le personnage principal incarné par Bastien Bouillon. J'ai la conviction que si on ne trouve pas l'assassin, c'est parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara. Il y a quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Bon voilà, déjà ça vraiment j'étais... bref, j'étais toute seule dans la salle, mais je soufflais toute seule. Mais mon dialogue préféré reste celui sur le pipi. Alors je sais pas Raphaël, est-ce que tu peux faire le flic numéro 2, comme ça fera un peu de dynamisme. ouais, si tu veux, vas-y. Voilà, Je te donne la réplique. Alors, juste pour recontextualiser, flic numéro 1 héberge son pote flic numéro 2 qui est en train de se séparer de sa femme. Et flic numéro 2, c'est Bully la nurse. T'es pas obligé de faire l'accent belge, mais c'est toi qui vas. Ouais. Alors je fais le flic numéro 1. Je te demande juste une chose, c'est de ne pas en foutre partout quand tu pisses. Quoi ? T'es sérieux ? Ouais, je veux pas avoir à nettoyer ta pisse. Tu me prends pour qui ? Je pisse proprement ? Tous les gars disent ça, mais quand tu vois l'état des chiottes au bureau... Ouais, on est 24 au bureau, tu vas pas me tenir pour responsable de la crasse de tout le monde quand même. Si tu veux pas prendre de risques, pisse assis. Voilà, donc ça c'est le niveau du manifeste féministe du film. Alors, mais pour moi, outre ces dialogues très mal écrits, en fait le problème se situe dans le fait que le film se penche plutôt sur des comportements individuels plutôt que sur les structures. Dans leur enquête, les policiers croisent et interrogent des hommes qui constituent une sorte d'éventail de la masculinité toxique. Et c'est pourquoi dans ce film, l'institution policière n'est jamais montrée du doigt, c'est-à-dire comme un appareil d'État qui participe au maintien de l'ordre patriarcal. Tout ce que dit le film, c'est que des policiers, en tant qu'individus, ont des préjugés sexistes. Alors voilà, ils disent des trucs du genre « elle l'a bien cherché, c'était une fille facile », etc. Et c'est tout. On ne voit pas la police refuser de prendre des plaintes ou se moquer des victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors pour comparer des choses peut-être pas très comparables, mais devant le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, j'ai repensé à La Nuit du 12. Alors même si ce n'est peut-être pas le sujet principal, un film comme Anatomie d'une chute parvient à montrer, par la forme théâtrale du procès, la violence institutionnelle de l'appareil judiciaire et comment celle-ci est empreinte de sexisme. Là, on a véritablement un regard non pas féminin, mais féministe. Par ailleurs, flic numéro 1, le personnage principal du film n'exerce aucune domination. Il est lisse, sans aspérité, voire abstrait. Il n'a aucune vie privée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il fait du vélo, rien d'autre. Il est unidimensionnel au possible. Et en fait, je me suis dit que ce personnage servait peut-être à rassurer le spectateur masculin. Alors dans ce film, on n'a pas de plaisir visuel, d'ordre érotique, mais on a l'identification qui permet peut-être au spectateur masculin de se projeter dans l'image d'un homme bon, protecteur. C'est un peu du not all men. Alors dans la chronique précédente, dans l'émission sur qu'est-ce qu'un film féministe, je disais que les films féministes avaient plutôt tendance à être inconfortables. Et très franchement, La Nuit du 12, c'est pas super inconfortable, c'est peut-être même un peu safe space, à cause de ce personnage masculin. Contrairement à sa combinaison de vélo en lycra, là, qui a l'air très inconfortable. Finalement, ce que met en avant le film par le biais de ce personnage, c'est une forme de masculinité qui se construit en opposition à d'autres, avatars de la masculinité toxique. Une masculinité protectrice, qui s'introspecte, moins virile, qui pisse assis, qui exprime ses émotions, mais pas trop quand même, contrairement à celle de flic numéro 2 qui est dans un trop-plein d'émotions, trop sensible, ce qui le rend inapte à résoudre l'enquête. Mais le film, s'attardant sur la masculinité toxique, semble mettre au même niveau toutes les masculinités. D'autres dimensions, comme la classe ou la race, sont alors occultées. Donc même sur le sujet des masculinités, La Nuit du 12 n'est pas intéressant.
Et en rédigeant cette chronique, j'ai repensé à un livre passionnant que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Alpha Male, Comment séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Alors, son autrice, Mélanie Gourarier, explique dans ce livre qui se penche sur les communautés de séduction que les masculinités se légitiment en opposition à d'autres et que pour se maintenir, la domination masculine a justement besoin de réajustement. Et peut-être que c'est ce qui se passe un petit peu avec La Nuit du 12. Ce film n'interroge rien, ni la police, et au contraire, le film semble dire que l'institution peut s'améliorer avec d'autres profils, des hommes protecteurs et des femmes racisées, ni le patriarcat. Au contraire, il ne fait que promouvoir une autre forme de masculinité plus protectrice que les hommes devraient adopter. Et apparemment, ainsi, tout devrait aller pour le mieux. Voilà donc les raisons qui expliquent pourquoi je n'ai pas aimé La Nuit du 12. Mais si j'étais énervée en sortant du film, c'est aussi parce qu'au final, on a encore auréolé des hommes parce qu'ils ont fait un soi-disant film féministe qui pour moi ne l'est pas, pendant que les femmes demeuraient absentes de la sélection meilleure réalisation. Je pense qu'il reste encore à faire un bon film féministe sur la police, car pour moi, être féministe, c'est être critique de l'institution policière. Alors, plein de choses sont possibles. J'ai eu des idées dans ma tête. Ouais. On veut des idées. Non, mais je me suis écrit plein de scénarios, mais voilà, je vais pas donner toutes mes idées, mais j'ai notamment repensé à un livre de True Crime que j'ai lu, comme vous savez, j'aime tout ça. Oui, toi tu considères que c'est de la détente apparemment. Donc voilà, un livre écrit par Anaïs Renevier qui s'appelle L'affaire Alice Crimmins. Dans les années 60 et 70, aux États-Unis, au sein d'un quartier irlandais et catholique, c'est l'histoire d'une femme, Alice Crimmins, qui a été soupçonnée et condamnée pour le meurtre de ses 2 enfants sans preuve. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le déroulement de l'enquête et la manière dont la police s'est acharnée sur elle, l'a pistée, suivie pendant 3 ans parce que c'était une femme et surtout une femme loin d'être idéale. Elle trompait son mari et avait de nombreux amants. Bon, mais qui voudra produire ce film et est-il possible de produire un tel film dans le climat actuel ? Alors juste pour aller plus loin, alors comme j'ai vu que tout le monde était dithyrambique sur ce film, moi je cherchais des gens qui étaient d'accord avec moi. Des gens avec qui t'énervais un peu. Voilà, des gens qui eux aussi étaient énervés. Alors j'ai vu un article d'une nana qui était très énervée, sur Twitter elle disait ce film est un scandale. Donc c'est un article de Fania Noël dans Politis qui s'appelle La Nuit du 12, l'esthétique féministe au service de la rédemption masculine. Sinon, il y a un article aussi un peu plus critique de Geneviève Cellier sur Genre et écran qui s'appelle La Nuit du 12, une vision critique de la masculinité, point d'interrogation. Et enfin, un autre article critique de la notion de masculinité toxique de Joao Gabriel sur le Huffington Post qui s'appelle La masculinité toxique, nouvel avatar d'une critique inefficace des rapports de genre. Voilà. Et ça a le mérite d'être clair, effectivement. C'est vraiment tiré à balles réelles sur tout le monde, quoi. La nuit du 12, et encore, j'avais d'autres critiques à faire, mais je me suis dit, voilà, sinon c'est trop long. Enfin, il y a d'autres personnages que j'aurais pu critiquer, etc. Mais bon, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est bon. Bah, on va en discuter quand même un tout petit peu ensemble. J'ai pas envie de répondre en premier ou de discuter en premier parce que, pour tout vous dire, j'avais pas vu La Nuit du 12 avant de préparer cette émission. Et j'ai donc lu les notes de Clémentine sur le film avant de le voir. Et je pense que j'étais un tout petit peu biaisé parce que je pense que j'ai été pas mal d'accord en voyant le film avec tout ce que tu m'avais annoncé à l'avance dans tes notes. Mais Alexia, par exemple, je sais que tu avais vu le film et probablement un peu mieux aimé de base que Clémentine. Est-ce que ça t'a un peu convaincu ou est-ce que... En fait, je comprends les critiques de Clémentine, mais pour moi, La Nuit du 12, c'est aussi un film qui s'adresse à un public qui en est là dans sa connaissance du féminisme et des réflexions féministes. Et je me demande s'il faut pas ce genre de film pour apporter des choses qui nous semblent évidentes, mais qui ne le sont pas du tout pour certaines. Moi, je me suis dit, c'est le genre de film que je regarderais bien avec mes cousins ados pour leur montrer un peu, soyez pas comme ces gars-là, s'il vous plaît. Et quand on sait que Andrew Tate est vénéré par les ados, il y a du travail à faire. Je pense que effectivement les réalisateurs en sont à peu près à ce stade-là, et ils s'adressent en fait à des gens qui en sont au même stade. Et donc c'est quelque part un peu un outil de vulgarisation pour montrer à certaines personnes
Notamment que il y a pas de bonnes et de mauvaises victimes, qui est un thème qui est un peu trop effleuré à mon goût dans La Nuit du 12, parce que même si j'ai bien aimé, je ne trouve pas que ce soit un film parfait, loin de là. Non, je t'ai pas demandé de défendre le film. Oui. Après, moi, il y a un point qui m'a fait tiquer, c'est celui du personnage très lisse, et effectivement, je trouve aussi qu'il est très lisse. Mais là, je me suis demandé si c'était pas pour laisser à Clara, donc la jeune fille qui est la victime au tout début du film, la place de personnage principal. En fait, moi, je l'ai vu un peu comme ça, en me disant, Clara, elle disparaît de notre écran dès le départ parce que elle est tuée. Mais finalement, tout le film, toute l'intrigue tourne autour d'elle, donc ça reste elle le personnage principal. Et si on donnait un peu trop de corps aux autres personnages, ça l'éclipserait. Ça a l'air un truc que le cinéma aime bien faire, ça, faire croire que le personnage principal c'est une femme, mais montrer que des hommes pendant 1h30. Oui. Mais ça, Oui, je c'est trouvais ça. que le flic, il va toujours voir la même amie de Clara. Ouais. Ouais. Genre, elle a une seule pote, quoi. Enfin, Et puis c'est celle qui a la punchline sur le féminicide aussi, qui dit Oui. c'est toutes les femmes qui l'ont c'est tous les Ouais, hommes elle qui dit- l'ont Ah, c'est tuée. non, ça. elle dit, elle a été tuée parce que c'est une fille. Alors, je l'avais mis dans mes répliques mal écrites parce que je trouve que, en fait, le film se passe avant MeToo en 2016. C'est pas un personnage construit comme une militante féministe, et je trouve qu'elle dit ça, et c'est, en fait, ça fonctionne pas. Je trouve ça fait vraiment, on dirait que les auteurs, ils ont lu leur manuel de féminisme et ils se sont dit, on va le plaquer comme ça. Et enfin, je sais pas, je trouve ça fonctionne pas, quoi. Ah non, mais c'est sûr que c'est pas Ouais. subtil du tout, toutes ces Mais- répliques, mais c'est ça. Si je reviens au public que je soupçonne être le public cible, pour moi, il faut pas faire dans la subtilité. Oui, mais le truc, c'est cette réplique de dire elle a été tuée parce que c'est une fille. Je trouve elle veut pas dire grand chose. Enfin, Non. ils auraient dit quelque chose comme elle a été tuée parce qu'ils considéraient que c'était sa propriété, quelque chose comme ça. Déjà, je trouve ça plus parlant que parce que c'est une fille. Enfin, je trouve il y a on un comprend côté pas. slogan qui est un peu... Il y a un côté bon élève, quoi. un peu. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est aussi, pour relier un peu avec le thème des flics, est-ce qu'il y a pas un truc de... on romantise la police judiciaire aussi, Mais oui, parce que c'est les flics qui sont vraiment utiles, qui résolvent des vraies enquêtes et tout, et que du coup, même à gauche, il y a un truc, un peu, une sympathie évidente pour eux par rapport au bac de base, tu vois. Oui, c'est possible. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir de l'empathie pour des gens qui vont résoudre des féminicides que pour des gens qui vont C'est taser n'importe qui, quoi. mais oui, mais au fond, je pense que c'est carrément le problème d'ailleurs de ce film et du succès du film, et en fait tout le sous-genre du film d'enquête, au fond, c'est justement que on focalise les imaginaires sur les polices judiciaires et d'enquête, alors que bon, les flics qu'il faudrait montrer, oui, effectivement, voilà. c'est les BAC, les CRS, qui sont pas le gringalet en polaire quechua, là, qui fait du vélo. Ah bah Gilles Lelouch, au moins, il est moins lisse, lui, hein. Non, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Un peu trop premier degré. Mais c'est marrant parce que justement, on parle des personnages féminins qui sont très très peu et qui ont très très peu de temps de parole et d'écran et des répliques vraiment pourries et très clichés. Mais il y a ce personnage féminin à la fin, Nadia, qui arrive comme la nouvelle recrue et tout. Ah, évidemment, c'est une femme racisée, etc. Puis c'est super drôle. Elle dit... elle se plaint au gars en disant je pensais que c'était comme le haut du panier, Oui. mais en fait c'est des bourrins. On a envie de lui dire, mais meuf, si tu trouves que ces mecs-là c'est des bourrins, je veux dire, T'es pas prête pour la vraie vie, quoi. t'as jamais croisé un CRS en manif. Je veux dire, c'est incroyable. Moi, je l'ai pas compris comme ça, dans le sens où, pour moi, elle dit ça dans leur rapport au quotidien, Ouais. au commissariat. Et c'est des bourrins dans le sens où... C'est un peu des beaufs, quoi. Oui, tous. c'est ça, ils vont faire des blagues misogynes, ils vont lui couper la parole constamment, ils vont lui dire « Hey Nadia, tu ramènes le couscous !» Je pense que ça va être comme ça aussi à la BAC. Oui, mais c'est ça. Pour moi, je le voyais pas dans le sens bourrin dans leur activité professionnelle, entre guillemets, Ouais. mais bourrin genre... elle est tranquille nulle part, quoi. Ouais. En vrai, je l'ai compris aussi comme ça, mais tu sais, je pense que c'est encore pire ailleurs dans d'autres Ah, services mais de police. clairement. Là. C'est aussi un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de violence qui est montrée. Là. Justement, cette réplique, elle dit qu'en gros, il y a du racisme dans la police. Mais par Ouais. exemple, on a le personnage noir, le bad boy de la cité, et là, on ne voit pas la police être raciste envers ce personnage. Enfin, je pense que ça aurait été plus intéressant de montrer ça que juste une... En fait, tout passe par des répliques du genre « Oui, la police est ici, voilà, les gens sont sexistes », mais on ne voit jamais, en fait, les violences. C'est expliqué je trouve. plutôt que montrer, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Après, ce personnage, il est assez pathétique comme tous les gars que Clara a fréquentés. Je dis pas ça pour juger Clara. J'ai été une femme de 21 ans
Je sais. Mais est-ce que, en fait, la police avait grand-chose à faire face à eux ? Parce que c'est des personnages qui sont déjà tellement pathétiques que, finalement, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est zéro crédible quand le personnage de Bully Lanner s'y s'énerve sur les gars, parce qu'en fait, même les gars, ils sont tous un peu clichés puis un peu plats, quoi. Fait qu'il y a vraiment jamais vraiment de raison de s'énerver. Enfin, c'est un peu... Bon, en tout cas. Mais du coup, dans l'hypothèse d'un film féministe pour le grand public et pour faire de la vulgarisation, moi, j'aimerais avoir des chiffres. Est-ce qu'il y a plus d'hommes qui pissent assis maintenant? Depuis, alors, ça, c'est une bonne question. Ah, parce que pour le coup, Alexa, moi, non, j'ai pas des chiffres, infos. mais j'ai fait mon Erasmus en Allemagne et je peux vous dire que outre-Rhin, ça pisse assis. Ah, là, voilà, toujours plus avancé. Donc moi, ça m'a fait rire en fait ce passage-là. Puis je sais pas, quand j'entends des conversations sur le fait de pas être masculin parce que tu pisses assis, faudra en parler avec les Allemands pour voir ce qu'ils en pensent. Bah merci tout le monde, on va rester là je pense pour la nuit du 12, mais moi j'étais très content de le voir avec ton avis Clémentine, et puis c'est ça. C'est toujours une des grandes questions qu'on a dans ce podcast, c'est pas la première fois, c'était aussi le cas dans l'épisode sur Barbie en fait la dernière fois, c'est à quel point la vulgarisation entre guillemets de thèmes politiques nous emmène à dire des trucs vraiment clichés, puis est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment quoi. On n'a pas résolu ce débat aujourd'hui, mais je pense que la nuit du 12, c'est un bon moyen d'y réfléchir. Fait que merci vraiment, Clémentine. Et du coup, pour poursuivre un petit peu dans notre réflexion sur les bons flics aujourd'hui, parce que quand même, là, on a d'autres flics qui... Alors, je sais pas s'ils pissent assis, mais en tout cas, ils sont plutôt appréciés. Robin, tu vas nous parler d'un film que tout le monde connaît sans l'avoir vraiment vu, en tout cas dans nos âges. Ouais. D'un film et d'une série, vous allez voir. En tout cas, ma chronique part d'un problème, d'une contradiction. Premièrement, c'est que vous connaissez le slogan « Tout le monde déteste la police » ou pour le dire plutôt avec Gwenola Ricordo dans 1312 raisons d'abolir la police, je la cite « Qu'on ait ou non des griefs personnels à son égard, détester la police est une position politique. Dans une société capitaliste, raciste et patriarcale, choisir le camp des opprimés, des exploités et des tyrannisés, c'est compter la police parmi ses ennemis. » Fin de citation. Donc si je résume, en fait, tout le monde à gauche déteste ou devrait détester la police. Je nuance un petit peu. Avant qu'on nous tombe dessus parce qu'on a dit des trucs un peu trop méchants, voilà. Ça s'explique. C'est plutôt comme une ligne de fracture théorique, conceptuelle, politique à cet endroit-là. Bref. Premièrement, c'est ça. Sauf que deuxièmement, tout gaucho qu'on soit dans ce podcast, il y a quand même un truc qu'on aime au contraire, c'est le cinéma. Et là, le problème arrive, puisque le cinéma, lui, il adore nous faire aimer la police. Je dirais, pour faire une typologie en l'absence d'Alice, que le cinéma a 3 manières de nous faire aimer la police. La première manière, c'est par des gros films héroïques, qui sont donc très attractionnels. C'est des films d'action avec des motifs comme la course-poursuite, la fusillade, la prise d'otage, l'explosion, etc. Donc des sensations, des émotions, un truc très premier degré, qu'on pourrait appeler une logique de l'empathie. Si j'admire le policier héroïque, j'ai un peu envie d'être le policier héroïque. Je dis policier parce que c'est souvent des gars, bien sûr, on vient d'en avoir plein d'exemples avec La Nuit du 12. Je pense que tu peux te permettre. Ouais, c'est ça. Donc, un exemple qui m'est revenu en tête, ma prof de cinéma du lycée, que je salue, nous disait toujours que l'armée de l'air états-unienne avait installé des bureaux de recrutement à la sortie de certaines séances du film Top Gun de Tony Scott en 86. J'avais ce souvenir, j'ai essayé de vérifier ça rapidement. Ça sent vraiment la fausse anecdote, c'est horrible. Ouais, ça ressemble un peu à du vrai faux. Mais j'ai googlé ça quand même pour voir. Si on fait une recherche Google à ce sujet aujourd'hui, on tombe sur des articles qui parlent de ça, mais pour Top Gun Maverick, sorti en 2022. J'ai par exemple lu en France un formidable papier de France 3 Bourgogne-Franche-Comté avec une entrevue du lieutenant Sam, on dirait un personnage, le lieutenant Sam, qui dit, je le cite, « Je regarde ce film avec mes yeux d'enfant, l'avion de Top Gun, c'est la seule maquette que j'ai, elle est encore dans ma chambre. » Et qui explique que donc il espère capitaliser un peu sur Top Gun pour recruter dans l'armée. Deuxième manière de nous faire aimer la police, c'est au contraire par la comédie. Alors là, je vais pas divulgacher parce que je sais qu'on a 2 chroniques par la suite qui vont s'intéresser un peu à ça. Donc, je vais pas aller trop loin. Mais donc, pour situer un peu, je dirais qu'on est plutôt dans une logique de la sympathie. Les comédies policières, ça rend les flics sympas. On rigole d'eux, on rigole avec eux. Et c'est cool parce que ça permet d'oublier le caractère intrinsèquement violent de cette institution. Donc, de Police Academy aux États-Unis à la série des gendarmes avec Louis de Funès
en France, en passant par la saga Taxi, qui est d'ailleurs un bon exemple de croisement entre les deux logiques, empathie et sympathie. C'est le sous-genre de la comédie policière d'action. C'est malin, ça. Et puis inversement, il y a souvent de l'humour dans les films policiers qui sont des films d'action au premier degré. Je reviens pas une nouvelle fois sur la scène du taboulé dans Bac Nord, parce que je vous en parle quand même déjà, souvent. on avait le couscous tout à l'heure, on tourne au détour depuis tout à l'heure, là. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. Le fait que, on va avoir des respirations comiques dans les films d'action, c'est très postmoderne et tout. Donc, c'est très très bien. Et puis, donc, il y a, je crois, une troisième manière de nous faire fourbement aimer la police, c'est de la représenter à destination des enfants. Souvenez-vous du lieutenant Sam qui regarde Top Gun avec ses yeux d'enfant. Pas du tout anodin dans la citation. Et donc, pour les enfants, notamment sous la forme de films et de séries animées. Alors, j'ai pas réussi à pousser le jeu de mots un peu trop universitaire sur la catégorisation, donc j'avais empathie et sympathie. J'ai rien pour le troisième, on va dire endoctrinement, un truc comme ça. Si vous trouvez un jeu de mots, vous me direz si vous avez des idées. Et un bon exemple de ça, c'est évidemment la Pat' Patrouille. Alors là, vous dites, oui, il est jeune papa, mais c'est pas. Donc ma fille regarde Pat' Patrouille. Écoutez, il a envie de placer des trucs pour enfants, on va le laisser faire, on lui donne un petit slot. J'ai un peu moins d'occasion d'aller au cinéma qu'avant, fait que je fais avec ce que j'ai sous les yeux. Donc oui, ma fille regarde Pat' Patrouille. Et oui, La Super Patrouille, le film réalisé par Karl Brunker, est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Un film canadien, je le précise, comme ça on canadianise un peu ce podcast. Donc, en résumé, la série Pat' Patrouille, c'est donc une équipe de chiens qui parlent. Donc, à vous de décider si les chiens pissent assis ou debout, on n'aura pas ce débat. Qui sont dirigés par un humain nommé Ryder. Et ces chiens effectuent des missions d'intérêt public pour lesquelles chacun a une spécialité. Alors, je les nomme en version française, parce qu'évidemment, je suis allé le voir avec ma fille, pas en version anglaise, puis je les connais en français. Chase est policier, Marcus pompier, Ruben un travailleur de la construction, Rocky est un mélange d'éboueur et de bricoleur, qui fait du recyclage, c'est ça son truc, le recyclage. Zuma est sauveteur en mer et Stella est aviatrice. Donc, un bel échantillon des services publics ou parapublics, police, pompiers, éboueurs, garde-côtes. Et puisque les missions de Stella sont de l'ordre soit du sauvetage, soit du contrôle de l'espace aérien, c'est elle qui va voir quand il y a quelqu'un qui arrive et qu'on sait pas qui c'est, on peut même dire sans trop forcer que elle représente l'armée de l'air et pas l'aviation civile. Sachez que je ne suis pas le premier à me pencher sur la Pat' Patrouille pour en surinterpréter un peu les enjeux. Bah oui, les universitaires ont des enfants. Et que dans un article publié en 2020, donc c'est quand même assez récent, dans la revue Crime Media Culture, le criminologue Liam Kennedy, qui travaille en Ontario, s'est penché sur quelques épisodes de la série qu'il a tiré un peu au hasard. Et c'est vraiment intéressant ce qu'il écrit. Alors rapidement, je vous fais pas toute la recherche, vous irez lire si vous avez envie, mais il conclut que la Pat' Patrouille est problématique sur plein de plans. Une vision néolibérale caractérisée par une méfiance envers le service public. Alors je donne un exemple qu'il n'a pas forcément, mais dans la Pat' Patrouille, il y a Monsieur Ellinger, c'est le maire de la ville d'à côté, qui s'appelle Foggy Bottom. Et lui, c'est l'archétype du méchant, quoi. Donc le vrai méchant, c'est le maire de la ville d'à côté. Pour l'instant, c'est réaliste. Le vrai méchant, c'est le maire. Ouais. C'est ça. Mais il y a aussi une mairesse, Madame Goodway, qui porte donc ses caractéristiques morales dans son nom, qui est présentée comme franchement un peu conne. En plus, désolé pour elle, c'est donc une des seules femmes racisées de la Pat' Patrouille. Bon, elle est complètement niaise et surtout, elle fait appel à la Pat' Patrouille pour un oui ou pour un non. Exemple véridique, si elle crève un pneu, elle appelle la Pat' Patrouille. Si elle perd sa poule Galinetta, elle appelle la Pat' Patrouille. Donc, non seulement la police, l'armée, etc. sont aux mains d'une entreprise privée, qui est dirigé par Ryder. Mais en plus, ils sont à la solde d'un appareil politique qui est corrompu et ou inefficace. C'est si on choisit l'un ou l'autre des maires dont je viens de parler. Kennedy évoque aussi l'apologie d'une société de la surveillance, notamment avec la mise en scène de l'usage du drone policier, ce qui est quand même un peu intense pour une série pour les enfants. Ouais, un peu, ouais. Une société punitive avec l'usage, dans l'un des épisodes qu'il étudie, de la prison sans aucune forme de procès équitable. Donc la Pat' Patrouille, c'est rien d'autre qu'une milice dans cet épisode. Et puis également un biais xénophobe en ce que dans la série, le danger vient quasiment toujours de l'extérieur et que pour s'en débarrasser, il faut renvoyer l'ennemi de là où il vient. Reconduire à la frontière, du coup.
C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment la question de la frontière. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'espace aérien. Là aussi, quand quelqu'un arrive du ciel, il faut aller voir qui c'est. Il note aussi des problèmes dans la représentation des catastrophes écologiques qui sont très très minimisés, notamment l'impact des industries sur l'écologie, etc. J'ajoute, je pense pas qu'il en parle, je me trompe peut-être, que la Patte Patrouille est assez sexiste, puisque vous l'avez remarqué, on est en plein dans le syndrome de la Schtroumpfette. Un seul personnage féminin dans une équipe de gars, c'est Stella. C'est vraiment les films qui font semblant d'être féministes parce qu'il y a une femme qui se bat. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est plutôt la série. Je vous ai dit qu'il y a eu un film. En fait, il y a eu 2 films qui ont été dérivés de la série. J'en ai vu qu'un puisque ma fille est pas assez vieille encore pour suivre la Patte Patrouille depuis si longtemps que ça. Mais l'équipe de création du film semble en avoir un peu conscience de tous ces problèmes. Le film est pas mal plus intéressant que la série. Peut-être parce qu'il y a plus de budget et plus de temps pour l'écrire, évidemment. Sans doute aussi parce qu'il est plus adapté aux parents qui vont emmener les enfants au cinéma alors qu'on peut les mettre devant un épisode et faire autre chose à la maison. Et il y a ce truc un peu postmoderne de référence à 2 niveaux. On en avait aussi pas mal parlé pour Barbie. Des blagues un peu méta, des caméos de célébrités que les adultes vont comprendre, mais pas les enfants. Est-ce qu'il y a des caméos de chiens célèbres, du coup? Non. Il y a pas Lassie qui fait une apparition. Non, mais honnêtement, il y a des voix. Il y a genre une des sœurs Williams, je pense, qui fait un petit caméo. Il y a des célébrités, d'humour, etc. J'ai pas la liste en tête, mais il y a des choses pour les adultes, quoi. Et honnêtement, on passe un bon moment. #logique de l'empathie. Par exemple, on a un personnage féminin supplémentaire qui s'appelle Liberty, qui est en fait apparu dans le premier film de la saga, donc celui-là, c'est la suite. Et puis, ce deuxième film, La Super Patrouille, il est très clairement centré sur le personnage de Stella, qui est donc un personnage féminin, quoi, même si c'est un chien. Donc ça va pas très loin tout de même, rassurez-vous, je vous explique, en particulier à cause de la méchante du film, elle s'appelle Vi, qui est, accrochez-vous, une femme, une scientifique. Elle est noire, tout le monde l'accuse d'être folle, et au niveau de sa représentation physique, c'est très limite également, puisqu'elle a des jambes démesurément longues et grosses par rapport à son corps, ce qui est un relent assez violent de l'imaginaire colonial, vous en conviendrez. Ouais, ok. Bon, elle est mise en voix par Taraji P. Henson, qui est cette actrice dont vous vous souvenez peut-être pour Les Figures de l'ombre. Est-ce que ça équilibre vraiment? C'est vraiment pas sûr, mais... En plus, ça lui redonne un peu le même rôle, du coup, c'est pas top, c'est ça, la pauvre, elle est cassée. Genre, elle peut pas jouer vraiment autre chose que ce qui se passe. Non, mais en plus, là, elle est méchante. C'est encore pire que... Ouais. Elle a pas de rédemption, vraiment, dans ce film. Et donc, cette scientifique fait tomber sur Terre une pluie de météorites, dont l'une renferme des cristaux qui donnent des pouvoirs aux chiens. Ça forme désormais la Super Patrouille. Super, on a un film de super-héros maintenant, encore plus à la mode. Et encore une fois, personne ne questionne rien. C'est-à-dire que une météorite tombe sur Terre, c'est Ryder qui la récupère, c'est lui qui va l'étudier, c'est les chiens qui vont utiliser le pouvoir magique, qui vont devenir surpuissants. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de démocratie, c'est le bordel. Bon, je vais pas vous faire une critique non plus trop extensive de la Patte Patrouille, puisque à moins que vous ayez des enfants comme moi, vous ne le verrez sûrement pas, ce film. Mais... mon point, méfions-nous tout de même des représentations qu'on fournit à nos enfants. J'ai commencé par ça tout à l'heure. J'ai évidemment pas interdit la Patte Patrouille à ma fille. Je pense que le collègue Liam Kennedy dit qu'il l'a fait. Bon, t'aurais dû le faire. Après, dans 15 ans, elle aurait pu dire à ses potes, genre, ouais, moi, mes parents, ils étaient trop stricts, on n'avait pas le droit de regarder la Patte Patrouille. Ouais, puis après, elle va peut-être devenir de droite par esprit de contradiction. À cause de ça. Ouais. Peut-être. Mais assurément, bon, je garde un œil sur les épisodes, puis comme on le disait un peu juste avant, c'est parfois l'occasion d'aborder tel ou tel sujet avec elle. Mais tout ça peut paraître anodin, la représentation qu'on fait de la police aux enfants, ouais, c'est que des enfants, blablabla, mais ce qui est important, c'est que déconstruire sur le long terme ce genre de représentation, bah, ça prend du temps, ça prend un accompagnement, ça prend un certain capital culturel, des lectures, notamment universitaires, pourquoi pas. Donc ça, bah, peut-être que c'est pas donné à tout le monde quand même, et que il faut considérer que c'est un peu un problème, ce genre de représentation. D'ailleurs, la police a bien compris le pouvoir de la Patte Patrouille. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Top Gun, mais on a vu le 26 octobre sur X un tweet du compte officiel de la police nationale française avec une mascotte de Chase, le chien policier de la Patte Patrouille. Et le message suivant, avec la Patte Patrouille, racontez la #police aux enfants et susciter des vocations. Donc vous voyez qu'on est très premier degré là. Il se cache même pas. Non, c'est un peu flippant. Mais ça me fait quand même un peu marrer, je vais terminer là-dessus, parce que dans le contexte relativement sans violence de la série animée pour enfants, spoiler, Chase ne sert absolument à rien.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est un peu le chef de la Patte Patrouille, parce que c'est lui qui fait le rapport à Chase quand la patrouille est réunie. C'est lui qui dit « Paris à l'action, chef !» Ça lui donne un peu un truc à faire. Vous vous souvenez, dans la nuit du 12, il arrête pas de se plaindre qu'ils font que des rapports, les flics. Il y a un peu de ça. Parce que sinon, sur le terrain, en gros, Chase, il met des cônes oranges pour gérer la circulation et il parle dans un mégaphone pour diriger les foules quand il y a des accidents de la circulation. Mais sans la violence, il ne sert à rien. Donc, au contraire de ce que disent habituellement les réacs, on en a aussi déjà beaucoup parlé ici, que les dessins animés, les jeux vidéo, notamment japonais, seraient trop violents, blablabla. Mais je dis que moi, la Patte Patrouille, son problème, c'est peut-être de ne pas être assez violente, parce que, en cela, elle donne une vision faussée de ce que c'est la police, l'armée, les gardes-côtes. Sur les éboueurs, j'ai pas encore d'avis exactement, je sais pas. Et inversement, en retournant un peu la logique, personnellement, je trouve quand même assez réjouissant ces épisodes où Chase fait juste parler dans un mégaphone immobile derrière des cônes oranges. Ça change un peu des lacrymos et des flashballs. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous avez été déformé par les dessins animés de votre enfance? Est-ce qu'il faut blâmer les dessins animés? C'est pas trop de gauche normalement? Je sais pas. J'essaie de penser à ce qu'il y avait des dessins animés avec des policiers quand j'étais petite et j'arrive pas à m'en souvenir. Il y a juste dans Oui Oui où il y a un policier, il me semble. C'est vrai, C'est ouais. vrai. C'est vrai, il est un peu con aussi, je pense. Oui. Pas si pire. Il y a eu un spin-off animé de Police Academy qui passait à l'époque sur France 2 ou sur France 3. Mais c'est vrai que Des des héros trentenaires, qui vous sont des savez. policiers, c'est pas si cool. Enfin, je sais pas, pour nous, nous qui avons grandi avec des super-héros, des trucs comme ça, en fait, la police, c'est le truc nul qui arrive après et qui sert à rien, normalement. Oui, comme dans les films d'action des années 80. C'est ça. Ouais. Après, dans les films d'action des années 80, il y en a pas mal qui sont flics et qui, juste, c'est pas trop Ouais. marqué sur leur gueule, mais bon. Non, mais oui, t'as le côté les bureaucrates qui arrivent en retard. Oui, c'est ça. Ils arrivent après, ils font « Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Quelqu'un a pissé debout. Mais oui, mais c'est un chien, ça compte pas. Alors, D'ailleurs, les chiens dans la Patte Patrouille, ils sont bipèdes ou quadrupèdes? non, ils sont à quatre pattes, D'accord. mais ils conduisent des véhicules qui sont adaptés, c'est formidable. Ah, c'est inclusif. Non, mais en fait, c'est ça, ils sont pas du tout anthropomorphes. Il y a un côté de distance aussi, quand même. Le seul truc, c'est qu'ils parlent, ils font des blagues, mais non, ils sont pas du tout traités comme des humains. Mais les humains, ils sont beaucoup plus grands qu'eux alors? Non, pas tant que peut-être 2 fois plus haut, Ok. à peu près. Tu d'accord. vois, le ratio, c'est ça. Sinon, ils auraient été obligés de filmer que les jambes des gens s'ils étaient à Ouais, ça aurait l'échelle. été Ça aurait été bizarre. enfin, de filmer, on s'entend. Mais j'aimais bien l'idée que le personnage de Chase rend compte du fait que la police c'est violent, parce que si on représente pas la violence de la police, ben le personnage est inutile, quoi. Des fois, il envoie des filets pour protéger les gens de faire des chutes. Ce serait bien, imaginez, juste les policiers vrai. nous empêchent de tomber dans la rue. Ils installent des pièges, ils ont un lasso comme ça et ils attrapent les manifestants. Ça permet comme de répondre à cette question très importante, est-ce que les chiens c'est de gauche ou de droite et les chats de gauche ou de droite, tu vois. Quand même, les chiens servent dans la police en plus. Donc, Ouais. Ouais. Je sens que tu as ton petit avis sur la question. Tu as combien de personnes de gauche chez toi, Clémentine? Bon, les chats dans la Patte Patrouille, c'est les méchants aussi. Oh. voilà. Ouais. Donc les chats sont de gauche, voilà. Ouais. Bah, les méchants c'est sont ce que de je dis gauche, ouais. toujours. C'est ça. Il me semblait qu'il y avait un commissariat, je crois, en France, qui a un chat, justement, qui est un peu sa mascotte, non? Oui, mais il fout rien, il est juste là sur le bureau, il est Oui, là c'est en... un chat. il fait, oui, voilà, il a trouvé une planque. C'est bon. En tout cas, sache que la Patte Patrouille commence à être un grand ennemi de la gauche. J'ai vu un tag en manif, un très beau tag en manif il y a quelques temps. Tout le monde déteste la Patte Patrouille. Et franchement, je pense que si on commence à installer ça comme le grand méchant de notre époque, peut-être on a une chance de s'en sortir. On arrive à la moitié de l'émission, c'est l'heure du jeu, et aujourd'hui, c'est Raph qui s'y colle. Raph qui nous a préparé un jeu sur la police, un jeu sonore si je me trompe pas, Raph. Exactement, un jeu sonore. Ça s'appelle, j'ai nommé ce jeu le jeu du « Mais que fait ce flic ?» Alors, vous allez voir, c'est un genre de blind test, mais le but, c'est pas de trouver le film, c'est de trouver le contexte. En gros, une situation, et vous devez dire « Mais qu'est-ce que ce flic a fait pour en arriver là ?» Spécial, évidemment, méthode douteuse. Vous pouvez aussi reconnaître le film, si vous le trouvez, vous aurez un point bonus peut-être, mais voilà. Pourquoi est-ce que le policier fait ça ou dit ça à ce moment-là? J'admire que la règle du jeu, c'est un truc très inclusif qui est pas de reconnaître le film. Bravo. Oui, voilà.
C'est vraiment un jeu de gauche, Raph. Bah non, parce que sinon c'est un truc de culture et moi comme je suis nul à ça, j'évite de le faire subir aux autres. C'est formidable. Donc voilà, bah je vous mets le premier extrait, vous allez comprendre assez vite. Tu sais ce que je trouve étrange, c'est que tu sois devant moi et que t'aies encore tes couilles. Et si tu laissais le capitaine te mettre une droite en pleine tête rien qu'une fois, mais alors une vraiment, vraiment grosse? Non. J'ai en tête une putain de meilleure idée. Que fait ce flic? Il fait pipi assis. C'est un interrogatoire? Non, c'est pas un interrogatoire. Est-ce que c'est un taser, le truc de la fin? Oui, c'est un taser, avec un bruit très fort. Ok. Mais comment il l'utilise? Et sur qui? Est-ce qu'il l'utilise sur lui? Non, c'est pas sur lui. Non. Sur son collègue. Ouais, Il se trompe, exactement. Il tase son collègue. Non, il se trompe pas. C'est pour lui faire regretter d'avoir fait quelque chose. Ah. Ah, son collègue l'a balancé, son collègue... Non, un truc beaucoup plus grave pour les hommes. Ah, Il a pissé pissé, debout. oui, ouais. Il a pissé assis, en fait. Oui. C'est un exemple comme ça, c'est un truc mascu qu'il fallait pas faire. Ouais, c'est ça. Il a pleuré. Non, Non c'est pas vraiment ça. Ça implique quelqu'un Il a d'autre. piqué sa petite copine. Ah, t'es pas loin. Bravo. Ouais, je te l'offre, Clémentine. Son collègue bravo. a couché avec sa fille, avec la fille Ah. du capitaine. Oh. Et donc, c'est issu de 21 Jump Street de Lord Ah, Miller. Et c'est d'accord. Ice Cube qui joue le capitaine et qui va donc tirer au taser dans quelle partie du corps, évidemment? Dans les Les couilles. Bah, bien sûr. Ah oui, parce qu'il faut le châtrer plus que symboliquement. Tout à fait. Ah là là. C'est subtil. Dites-moi, cette nuit, vous irez préparer le terrain, hein? Et vous aurez l'honneur d'être le premier au contact de l'ennemi. Voilà. J'espère que vos camarades vous envient. N'est-ce pas? Trompez! Pardon, peut-être que juste un petit slip. Quoi? Non, juste un petit slip, je disais ça histoire de... Quand il faut, un chef. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi juste un petit slip? Je pense que je vois à peu près, il doit aller genre dans une plage nudiste ou un truc Oui, comme ça, c'est non? ça. Il doit aller en infiltration sur une plage nudiste. Exactement. T'as le film? Ah, c'est les gendarmes. Mais oui, c'est le gendarme de Saint-Tropez. Oui, parce que c'est ça l'histoire du tout premier, c'est qu'ils chassent les nudistes, non? Exactement. Et à chaque fois, ils reviennent. Et donc, il veut les infiltrer en se mettant lui-même en nudiste. C'est le moment où il tire au sort quel troufion va y aller et il tombe sur lui-même. Et après, il invente un truc pour que ce soit un autre. Voilà. Ah, il a changé la règle du jeu. Il a changé. Bah, ils respectent rien, les flics, vous savez. Hein, C'est ça. de nos jours. Troisième extrait. Écoute, je vais juste venir près de toi et te parler. C'est tout. Vous ne tenterez rien? Non, non, je te jure, non. Je suis un type réglo, je ferai rien. Vous jurez? Mais oui, je jure, je crache tout. Je serai vachement sage. D'accord. D'accord. Hé, tu veux une cigarette? Vas-y, on s'en fume une, d'accord? Ouais. Vas-y, prends-la, allez. Prenons notre temps et mourrons tous les deux du cancer. Ne restez pas là, dégagez. Voilà l'ambulance qui arrive, dégagez le chaussée. Tiens. T'as pas le droit de partir sans moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh non. Oh, ça, c'est l'arme fatale. C'est bien dans l'arme fatale, Clémentine. C'est en fait, il y a un mec qui veut se suicider et Mel Gibson se jette avec lui, c'est ça, non? Bah, c'est juste avant qu'il se jette, effectivement. Pour l'instant, il fait autre chose pour essayer de récupérer le mec qui est en train de menacer de se jeter du toit. Il se menotte avec lui, c'est ça? Exactement, Voilà. c'est Ouais. ça. Il fait semblant de lui offrir une clope Oui, ouais. et il lui passe les menottes en mode ah vas-y, tu peux nous tuer tous les deux si on saute. Machin. Bravo Clémentine. Un autre film que vous pouvez reconnaître, peut-être. Est-ce que c'est un truc de Jacques Tati? Il pourrait faire des sons bizarres comme ça? Ça Non. pourrait, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est des voitures de flics qui se rentrent dedans l'une l'autre? Non, c'est une seule voiture. Ok. Qui rentre dans... Qui a un accident? Il y a un accident à la fin? Oui, pas très grave. Il rentre dans un truc à la con, quoi. Enfin, C'est ça. Mais dans quoi? Dans le commissariat? Non, un truc moins grave. plus dans petit. un animal, je sais pas. Non, C'est grave quand quand même même. Attention. Oui, mais j'ai pas, genre un petit oiseau. Je sais Alors, pas. pour défendre les chats, il y a du monde, hein, mais Ah, les bah. oiseaux, ils peuvent crever. Hein. Les oiseaux, c'est fini. Ok, donc c'est il y a un flic Un avec... truc pas grave. Une poubelle. Je sais Un- pas. bah, un C'est autre plus de cette taille-là, déjà. Un poteau. Une boîte Ouais, ça une ressemble. bande d'incendie. Je vais vous donner un indice, c'est un film que vous avez, je pense, tous et toutes vu, et Robin, que tu adores. Bac Nord. C'est un film avec
Gérard Darmon. C'est la Cité de la Peur. Oui, c'est la Cité de la Peur. Moi, je n'ai jamais vu la Cité de la Peur. Hein. Ah, c'est le moment où, dans la Cité de la Peur, la voiture de police arrive au loin face à nous et au final, elle rentre dans la caméra. Ah. Et l'écran se casse, c'est ça qu'on entend à la fin. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend en fait Ah, mes bichons, laissez-moi tranquille, vous voyez pas là, quand même, vous dérangez, j'étais dedans là. Pourquoi vous me laissez pas finir cette chanson? Je l'aime, moi, cette chanson. Je me méfie de vous, parce que les réactions comme ça, en pleine inspiration, ça peut nuire. Alors, quelle était cette chanson qu'il fallait pas déranger? Une chanson de Michel Sardou. Non. Non. Est-ce que c'est Bernard Farcy dans Taxi? Tout à fait. J'ai reconnu la voix. C'est bien sa voix, c'est bien lui. Alors la chanson, je sais plus là, on l'entend un tout petit peu là, c'est un truc un peu cliché, on dirait du rap ou je sais pas quoi. Effectivement, il est en train de chanter une chanson dans sa voiture. Quelle est cette chanson? Ah là là, pas du tout. Bah alors, Robin. C'est le premier Taxi? Non, c'est le dernier, c'est le 5. Il est sorti en quelle année? En 2018. J'ai pas vu celui-là. C'est une bonne question. Donc ça peut être... Est-ce que c'est du Joule ou un truc comme ça? Ouais, bien joué. Wow. Non, je pense que c'était avant la sortie de Bande Organisée. Par contre, okay. Allez, t'as eu une autre tentative pour le titre? L'OVNI, on m'appelle l'OVNI. J'en connais pas d'autres. C'est Joule, il a sorti genre... Chiquita. Ouais, Chiquita, bien joué. C'est comme la seule chanson que je connais de Joule. Bande Organisée, c'est dans Bac Nord, non? Je sais plus. Je sais plus non plus. Bon. Si elle passe, mais j'avoue, cliché numéro 1 sur la police et la musique marseillaise. Et ouais, c'était bien Chiquita de Joule. Alors, je sais pas si c'est une tentative de la part de Taxi 5 de faire oublier que le commissaire, c'était quand même le personnage le plus raciste et misogyne de toute la saga. Et du coup, là, ça va, il écoute du rap, alors il est cool. Enfin, je sais pas comment ils ont pensé le truc, mais... Bah après, Joule, il s'appelle Julien, donc ouais, je sais pas, c'est peut-être... Les rappeurs blancs de Marseille, c'est... Il y a peut-être ça, ouais. T'as raison. Un autre. Allez, la suivante. C'est le parrain de Mégane, ce gars-là. Il vient de sortir de tôle. Pourquoi tu déballes ma vie privée aux étrangers? Pourquoi tu balances? Je viens de sortir de prison et j'y retournerai pas, c'est clair. J'y retournerai pas. Y'a quoi, t'as un problème? Non. On dirait que t'as les jetons, quoi. T'as jamais vu un flingue, Tu peux arrêter de pointer ton flingue vers le petit. Tu te crois où, connard? Jamais tu me tailles un short comme ça devant du peuple. D'accord, range-moi ce flingue. Garde-toi. Mais fais gaffe avec ton engin. Girafe de Snoop Dogg, t'es au courant? Tu rappes? Non. Bouge, connard. Dégage, détale. Si je te croise sur la nationale, vire tes fesses ou ça sera fatal. Mike! T'es puceau? Oui. Alors change pas tes habitudes, j'aurai pas de planque. On salue les doubleurs de VF, évidemment, hein. Ouais, c'est ça ressemble à la voix française de Will Smith. Ouais. Fait que c'est Bad Boys. C'est Bad Boys 2. 2, ok. Et alors, parce qu'il joue très très mal, dis-moi que c'est un truc méta où il est genre infiltré et où il joue lui-même un personnage ou vraiment... Il joue un personnage mais sans être infiltré. Ok. Voilà. Il joue un personnage pour une raison bien précise. Ok. Que vous devez trouver. C'est pas une infiltration, ça a un rapport avec un truc qu'ils font dans le cadre d'être flic ou c'est d'une enquête? Non, c'est sur leur temps libre, sur leur vie privée. Un barbecue, ils mangent du taboulé. Pardon, j'ai plus l'autre idée. C'est un peu le même genre de problème que dans 21 Jump Street. Un truc avec une meuf. Ouais. Ah, il a couché avec qui alors? Non, il a couché avec personne, ils lui disent. Ouais. Ah, il a regardé, il a maté la fille du... Ouais, bien joué Alexia, tu y es j'ai même pas vu ce film. Je pourrais être scénariste. C'était le moment où un des personnages utilise son pote flic qui a évidemment un gun pour intimider le petit copain de sa fille et lui dire non seulement vous faites pas de sexe mais tu la ramènes à 22h. Voilà. Parce que ça sert aussi à ça d'être policier. Sachez-le. Bah oui. Si vous voulez vous engager. Des menaces armées, bien sûr. Bah oui, vous pourrez intimider vos proches en toute déconflexion. Allez, un suivant. Il va prendre rue de l'Évêché. Tenez-vous prêts. Allez, bouge, toi. Dégage. Vous l'avez, là? Non, pourquoi? Putain, Eric, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, putain, je l'ai perdu, quoi. Ah, merde. Mais c'est pas vrai, c'est une blague! Bah, je sais pas, il y a une course-poursuite et il perd... je sais pas. Ouais, c'est une filature qui merde. Ouais, bah c'est ça, mais comment il a fait pour perdre le suspect? Pourtant, la police, elle est bien entraînée, normalement. Mais il s'est arrêté au feu rouge. Ça aurait été drôle. Il s'est arrêté pour pisser debout. Pardon. Qu'est-ce qu'il a fait pour perdre, le gars? Il a acheté des clopes. Non, il a pas sorti. Il a maté une nana. Vous avez des idées vraiment très de gauche. Ah, c'est un truc de droite.
Non, pas spécialement, mais... Il s'est arrêté pour casser la gueule à un arabe, puis il a perdu l'autre. Non, c'est... Ok. Je sais pas, il roulait trop lentement. Ouais, je te le donne. Il roulait tellement lentement qu'il roulait pas, en fait. C'est une scène de Plus belle la vie. Je suis tombé dessus, j'étais mort de rire. En fait, il dit mais putain, il est où? Vous l'avez perdu? Alors que lui, il a pas bougé du tout. Il est resté dans sa voiture, il a pas démarré. Et du coup, à un moment ou l'autre, voilà, il y a une voiture qui passe, il perd, ça lui bouche la vue et juste le mec s'enfuit. Bon, c'était introuvable, mais ça m'a fait vraiment trop rire cet extrait. Non, ça marche moins bien, c'est sûr, de faire une scène de course-poursuite avec une voiture à l'arrêt, ça, je te l'accorde. Bon, et puis un petit dernier pour la route, pour le plaisir. Allô? Oh. Monsieur, ne vous fâchez pas, on n'a pas voulu vous vexer. C'est les inconnus, ça. Mais oui. Tu te rappelles du contexte? Je me souviens juste qu'on les voit un moment, ils sont hyper lents, ils traînent, je sais plus trop, mais... Oui, il reste 1h30 dans la cage d'escalier parce que l'ascenseur marche pas. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui. Mais ouais, j'avais oublié cette punchline aussi. Le sketch est quand même plutôt drôle, je trouve. Enfin, il a bien vieilli sur le côté droite-gauche, je trouve. Okay. Et là, c'est le moment où elle appelle pour se plaindre d'une tentative de viol et où les flics font genre « Oh non, mais pardon, désolé monsieur, on voulait pas vous déranger. » J'aime bien. Ah, waouh. Voilà, très actuel. Ah ouais, ça pique. Critique, très, très on vit dans une société... Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, Clem, de la fin du sketch. Non. Il coffre la femme. Ah oui, Voilà. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, voilà, comme quoi on peut faire des comédies sur les policiers qui ne passent pas sous silence le fait que c'est une institution violente. Oui. C'est vrai. Des sketchs de 5 minutes, hein. Peut-être que c'était le max. Ouais. Exactement. Bon, voilà, c'est tout pour moi. C'était ma petite enquête à moi. On continue avec la troisième chronique d'aujourd'hui, c'est celle d'Alexia. Merci d'être là, Alexia. On l'a dit pour la première fois, mais surtout merci de m'aider à québéciser un peu ce podcast, puisque tu vas nous parler d'un de tes films préférés d'adolescence, si j'ai bien compris, en tout cas d'un film québécois. Je te laisse nous en parler. Donc, comme je vous le disais, la raison pour laquelle je suis invitée aujourd'hui, c'est parce que je passe la moitié de ma vie dans les studios de CISM, mais aussi parce que je démontre une grande affection pour le film Deux pères en flic. Yes. Donc, probablement que de l'autre côté de l'Atlantique, vous n'avez jamais entendu parler de Deux pères en flic, et c'est bien dommage. Parce que c'est une comédie policière québécoise qui est sortie à l'été 2009 et qui raconte l'histoire de deux policiers père et fils qui doivent infiltrer une thérapie de groupe père-fils dans la forêt pour faire la filature d'un avocat véreux qui couvre les Hells Angels. En fait, la raison pour laquelle l'avocat se trouve dans cette thérapie de groupe, c'est que lui-même a des problèmes familiaux et que sa femme menace de le quitter s'il ne va pas faire cette thérapie avec leur fils suicidaire. Donc, et le problème, pour en revenir audio père-fils de policiers, c'est qu'ils ne peuvent pas se blairer et donc passer une semaine à explorer leur relation complexe en faisant semblant d'être des participants bien normaux de la thérapie. Finalement, c'est plus difficile pour eux que de chasser le mafieux. Et la raison pour laquelle j'aime tant ce film, outre la présence de Louis-José Hood, c'est parce que j'étais allée le voir avec mes grands-parents quand j'étais en vacances au Québec l'été de mes 17 ans. Maintenant que je vous ai dit l'année de la sortie du film et l'âge que j'avais, je vous prie de ne pas faire de calcul. Et peut-être remets en contexte, je sais pas si on peut comparer un peu la popularité de Louis-José Hood à un humoriste français. Je sais pas. C'est quand même l'humoriste qui anime des galas, qui a des podcasts, qu'on voit partout. À l'époque, je pense pas qu'il était aussi connu. En tout cas, moi, je l'ai connu par ce film, mais en même temps, je vivais pas au Québec à l'époque. Ouais. Je dirais un peu Gad Elmaleh, mais avant Copy Comique. Ouais, d'accord. Avant que ça devienne cancel. En termes de popularité, je dirais, je sais pas, à peu près, quoi. Non. Et donc, disais-je, j'étais en vacances chez mes grands-parents, et si le choix du film pour cette sortie familiale s'était porté sur Deux pères en flic, c'est notamment parce que, comme vous devez vous en douter, un film tout public en plein mois de juillet, on n'avait pas trop le choix. C'était aussi parce que l'autre film dont on nous rebattait les oreilles cet été-là, c'était Bruno de Sacha Baron Cohen, et que ma grand-mère nous avait signifié à quelques reprises la voix tremblante qu'il ne fallait surtout pas aller voir ce film très vulgaire. Et je dois dire que je la comprends, parce que moi non plus, j'aurais pas forcément emmené mes petits-enfants mineurs voir l'histoire d'un homme gay autrichien qui décide de conquérir l'Amérique, même si c'est en tentant de se convertir à l'hétérosexualité.
surtout quand le personnage principal est joué par l'homme qui a popularisé le mankini sur la planète entière. C'était peut-être ça qu'elle craignait de voir, en fait. Je pense que c'était ça. Si vous avez oublié Alors cette que non. époque, recherchez les images, ça va vous replonger d'un coup. Revenons donc à Deux pères en flic. C'est en effet une comédie policière, mais en y repensant, est-ce que ça serait pas surtout un film sur les relations père-fils et surtout un film en fait assez avant-gardiste parce que pour moi la filature c'est plutôt un prétexte pour réaliser un film sur un sujet dont pas grand monde ne parlait en 2009 et que personne ne serait allé voir si le père et le fils étaient allés volontairement faire une thérapie père-fils dans le but de soigner leur masculinité toxique et les problématiques de communication familiale qui en découlent. D'ailleurs, personne ne parlait encore de masculinité toxique en 2009. Pour contempler le chemin parcouru depuis, rappelons-nous qu'en 2009, les femmes gagnaient encore moins que les hommes à poste et qualification égale à... Ah ça, on me dit que ça n'a pas changé, donc parlons d'autre chose. Donc Deux pères en flic, si je résume, c'est un film qui situe son arc narratif. Alors je suis pas certaine de ce que ça veut dire, mais comme j'ai infiltré un podcast de gens qui s'y connaissent en cinéma, j'essaye d'adopter leur langage. Donc c'est un film qui situe son arc narratif dans la chasse à l'avocat véreux par deux policiers. Ce qui est d'ailleurs assez d'actualité en 2009 au Québec parce que c'est l'année où a eu l'opération Shark, SHARQC, qui fut une vaste opération policière menée dans la province pour réduire les activités illégales des Hells Angels. Et donc si j'arrête de digresser, Deux pères en flic, c'est un film qui se sert d'un sujet d'actualité pour parler en réalité d'un sujet beaucoup moins d'actualité. En y réfléchissant, je me suis demandé si c'était pas le cas de beaucoup de films sur la police. En fait, il y a peu de gens qui entrent en contact avec toutes les strates de la société et qui permettent de créer une histoire cohérente où les personnages principaux sont en contact avec autant de gens différents. Je pense par exemple à Police de Maïwenn qui traite en réalité plus des violences envers les mineurs que de la brigade des mineurs elle-même. Et ça aurait été encore plus le cas si elle n'avait pas ajouté une amourette entre son personnage et celui interprété par Joey Starr. S'il n'y avait pas eu Joey Starr tout court voilà. dans le film. S'il n'y avait pas eu elle non plus d'ailleurs. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de me prendre un point dans la gueule si je la croise dans un restaurant. Ouais, c'est ça. Et donc là aussi quand même, il s'agissait d'un film plutôt avant-gardiste, même si c'est Maïwenn. Il me semble parce que en 2011, on traitait très peu de l'impunité face à l'inceste et la société commence tout juste à se réveiller à ce sujet plus de 10 ans plus tard. J'aurais aussi aimé me pencher sur le fait que la grande majorité des films sur la police sont réalisés par des hommes. Moi, je pense que c'est un peu leur façon de réaliser leur fantasme de se déguiser en policier pour le carnaval ou Halloween. Même le créateur de Pat Patrouille est un homme, c'est pour dire. C'est vrai. Donc là, c'était ma partie sur les films avec la police, mais qui sont pas vraiment sur la police. Ouais. Mais il existe tout de même un genre de film dont le sujet principal reste la police. Là, c'est le moment où je devrais parler de Bac Nord, mais comme je l'ai pas vu, je vais passer mon tour. On l'a fait abondamment dans ce podcast, tu es vraiment pardonné. En réalité, j'en ai pas vu beaucoup. Mais ce que je me demande, c'est si les histoires qu'ils mettent en scène ne sont pas le reflet des rapports qu'entretient une société avec sa police. Parce qu'en effet, les films policiers sortis en France ces dernières années mettent quand même en scène des relations conflictuelles et un affrontement permanent. Donc dans Bac Nord, je crois, mais je pensais aux Misérables de Lajli, par exemple. Là où, au Québec, bien que les relations avec la police soient loin d'être un long fleuve tranquille, remember les grèves étudiantes de 2012 et le spray au poivre, elles semblent tout de même moins tendues, comme toutes les relations sociales au Québec d'ailleurs. Je pense que, Robin, tu pourras aller dans mon sens. Sans doute, oui. C'est un pays un peu mou. Ça se passe bien avec les pompiers, les éboueurs. Alors évidemment, on peut avancer que ces films-là sont réalisés par des personnes qui n'appartiennent pas aux groupes qui sont en général ciblés par la police. Mais voilà, je me demandais quand même, pour conclure cette chronique, si les films de police n'étaient pas finalement un reflet des relations dans la société où ils ont été produits. En tout cas, l'hypothèse de un sujet policier qui est un appât pour aller parler d'autres choses à des gens qui voudraient voir un film policier, j'aime quand même vraiment cette idée-là. Puis, mais oui. J'ai vu Deux pères en flic pour l'occasion. J'avais pas encore. Je fais ma culture des comédies cultes du Québec, hein. Et effectivement, ça arrive quand même très très tôt dans le film et ça dure très très longtemps cette histoire de thérapie. Ah familiale. oui, c'est le nœud de l'intrigue. Ouais. Et moi, je trouve quand même qu'on aborde. Après, c'est assez caricatural, mais c'est parce que c'est une comédie, mais on aborde quand même le fait le sujet des relations malsaines entre père et fils
Et honnêtement, en 2009, je pense qu'on n'était vraiment pas là. Il y a beaucoup de choses sur le patriarcat aussi, sur deux générations qui s'affrontent, dont la génération des fils se pense plus progressiste, mais en fait a juste des nouveaux schémas toxiques qui sont pas les mêmes que ceux des parents, des pères, mais qui sont aussi problématiques. C'est pas si courant en fait, des tensions entre père et fils au cinéma, entre fils et mère, il y en a beaucoup. Bah, si Alice était là, elle dirait certainement que y a beaucoup trop de pères cool dans le cinéma. Je l'ai déjà entendu dire ça. Mais oui, globalement, le père toxique, c'est pas une figure si présente, quoi, que ce soit dans la comédie ou même dans le drame. Mais là, je pense pas que ce soit vraiment un père toxique. C'est vraiment la relation qui fonctionne pas. Ouais, ok. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus revu le film, mais il me semble pas qu'il y ait un des personnages qui soit vraiment étiqueté comme toxique. C'est vraiment, comme ça peut arriver dans la vie, la relation qui ne fonctionne pas. J'ai essayé, en écrivant ma petite chronique, de penser à d'autres professions qui sont en contact avec autant de gens, d'autant de milieux sociaux différents. Et en fait, il y en a pas, parce que les profs, avec la ségrégation scolaire, c'est très très rare que t'aies affaire à des enfants et leurs parents, donc qui viennent de plein de milieux sociaux. Oui, justement, souvent les films un peu sociaux autour de profs, c'est pour aller dans des profs des quartiers, etc. Mais c'est pas la mixité sociale. Absolument. Du tout. Tout ce qui est santé, maintenant, quand t'as l'argent, tu vas dans le privé. Donc, quand tu travailles dans un hôpital public, voilà, tu fais du social. Finalement, c'est ça. Je me disais, est-ce qu'il y a d'autres professions vraiment qui rentre en contact avec autant de gens différents? Celui qui me vient en tête, c'est le facteur dans je sais pas si ça fonctionne vraiment comme analogie. Oui, mais quand tu viens d'une classe sociale aisée, en principe... Non, parce que par quartier aussi, il y a de la ségrégation. Oui, puis tu es très, très occupé parce que tu as un travail très occupant, donc tu n'es pas chez toi quand le facteur passe. Ouais, et puis de toute façon, maintenant, ça marche plus. Le facteur, ça a été tout libéralisé. Hein. Ouais. C'est vrai, surtout au Québec, en Amérique du Nord. Mais c'est vrai aussi que y a quand même un gros point aveugle, et je pense qu'il était déjà là à l'époque du film, c'est quand même la question du racisme policier, là, parce qu'on en a beaucoup parlé dans ces dernières années au Québec, du profilage racial. Ça a même été, on parlait des inconnus tout à l'heure, mais ça a même été l'objet d'un sketch dans le Bye Bye il y a 2 ans, je pense. Donc le Bye Bye, c'est l'émission de sketch comique qui termine l'année, donc la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et il y a eu un sketch sur le profilage racial de la police de Repentigny, qui est donc une ville limitrophe de Montréal. Donc c'est quand même des sujets qui sont d'actualité, qui je pense étaient peut-être pas révélés avec ces termes-là en 2009, qui étaient déjà présents. Puis c'est vraiment complètement occulté du film. C'est un film blanc, de père en flic. Après, c'est une comédie aussi, je me dis, c'est peut-être qu'ils ont pas voulu amener trop de sujets comme ça pour garder le ton de la comédie. Mais oui, clairement, il me semble pas qu'il y ait le moindre personnage racisé dans le film. Non, je pense pas non plus, de mémoire. Donc c'est sûr que voilà, il y a des zones d'ombre clairement dans le film, mais ouais, je suis assez convaincu de cette histoire d'appâter le spectateur, quoi. Je réfléchissais à ce que tu disais aussi sur le fait que c'est quasiment que des hommes qui réalisent les films policiers et les comédies policières. J'ai pas énormément d'exemples qui me viennent en tête du contraire. Et c'est vrai que je me disais, j'essayais d'imaginer si c'était vraiment les flics qui réalisaient les comédies policières. Peut-être ça donnerait des trucs intéressants. Bon, alors ce serait encore plus de droite que ce qu'on a là. Et que ce soit des chiens qui réalisent la Patte Patrouille, du coup, mathématiquement. Mais sur tous les exemples que tu nous as fait écouter tout à l'heure, Raph, t'avais que des réalisateurs masculins. Bah oui, Et d'ailleurs, quasiment que des personnages masculins aussi. Il y a, il y a Detroit de Catherine Bigelow. C'est vrai. Voilà. Catherine Bigelow, une des femmes qui fait le mieux des films pour hommes. Oui. On peut le dire comme ça. Là, sinon, il y a Maïwenn avec Police, mais bon, en termes de progressisme, Maïwenn, on a vu ce que ça donnait. Ouais, c'est intéressant. C'est drôle, là, je pluguais tout à l'heure Bienvenue chez les Ch'tis, mais parmi les autres comédies québécoises cultes, il y en a une autre qui parle de police et qui a un peu cette vibe-là, qui s'appelle Bon Cop, Bad Cop, qui est une sorte de rencontre entre un policier québécois et un policier de l'Ontario. Et là, c'est vraiment sur la question... je vais le dire moi comme ça, même si c'est probablement pas pensé comme ça, mais sur la question des violences policières, parce que le Québécois, c'est
un gars à la dure, à la Bruce Willis, quoi, avec ses manières de Dirty Harry, et le policier ontarien, il est en costard, il connaît les procédures, etc. Puis on voit à quel moment, finalement, l'ontarien, en fait, il fait aussi des arts martiaux, il est super fort et tout ça. Puis c'est quand même... Ce qui, du coup, est déjà un peu une relecture de trucs classiques de western, genre, il y a celui qui tire, et puis il y a celui qui a la loi, et puis ils sont obligés de collaborer quand même un peu. C'est ça. Bon, en tout cas, un film à la fois, on essaye de vous faire une culture québécoise, je dis de vous, mais moi aussi, je les découvre à l'occasion du podcast. Moi, j'ai jamais vu Bon Cop, Bad Cop encore. Donc... Et je crois qu'il y a eu un 2 d'ailleurs. Oui, il y a eu un 2. Alors, ils sont sur Netflix, les Bon Cop, Bad Cop, au Canada, mais j'ai pas réussi à voir si c'était le cas dans le catalogue français. Checkez ça aussi. Tout seul, vous allez voir. On n'est pas obligé de faire tout le travail non plus aussi, là. Hein. C'est ça. Mais clairement, du lot, on conseille plus De Père en flic à Alexia. C'est un vrai conseil, en dehors du fait que c'était le film d'adolescence, puis que t'as ce souvenir-là. C'est quand même encore un vrai conseil, là. Tu le conseilles au premier degré? Non, honnêtement, moi, c'est un film que je trouve qui est quand même... pour s'introduire au cinéma québécois. Enfin, déjà, ça a été un vrai succès. Donc, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça veut dire quelque chose que ce film ait eu autant de succès à cette époque-là. Et puis, les deux acteurs principaux, c'est Michel Côté, qui est décédé récemment et qui était vraiment extrêmement apprécié au Québec. Il joue aussi dans Crazy. Et donc, le fameux Louis-José Hood. Donc si vous voulez vous familiariser un peu avec les acteurs québécois, je pense que ça peut être une bonne recommandation. Avec un film pas trop toxique. C'est pas si mal. Comme quoi, il n'y a pas que Xavier Dolan et Denis Villeneuve. Non, loin de là. Attention. Ben voilà, mais non, mais c'est pour citer les choses qui s'exportent. Merci Alexia pour ce conseil, puis ça fera vraiment plaisir d'aller voir une comédie d'action policière qui n'est pas Taxi. Justement, on va rester avec les comédies, je pense, puisque si je me trompe pas, Raph, c'est ça qui va t'intéresser aussi pour ta chronique. T'as un son, Raph, pour commencer la chronique ou... Évidemment. On se croirait revenu en 2004 avec, je sais pas, un inédit de Guy Ritchie ou quelque chose comme ça. Bon, on va pas se mentir, il y a une petite vibe. En fait, non, c'est plutôt récent. C'est un morceau de Camille Bazbaz pour la BO du film français En Liberté de Pierre Salvatori. Et Camille Bazbaz, c'est très chanson française, hein. C'est plus dans ma cour que dans la tienne. Tu vois, j'essaye de m'intégrer ici. Et donc voilà, En Liberté, c'est sorti en 2018. Et alors, moi, c'est un peu comme toi, Alexia. Pourquoi je l'ai regardé juste parce que j'aime bien l'actrice principale. Hein. En l'occurrence, Adèle Haenel, épaulée par Pio Marmaille. Ouais. Elle aura d'ailleurs un César de la meilleure actrice pour ce rôle, juste avant que l'année suivante, elle dynamite la cérémonie des Césars. Juste retour de bâton. Imaginez un petit peu la situation. Dilemme moral, évidemment, complet, puisque c'est Adèle Haenel, on l'adore, 1000 cœurs sur elle, tout ce qu'il faut. Mais en même temps, elle joue une flic. Et même pas n'importe quelle flic, une lieutenante de police. Et j'étais là, mais pas toi, Adèle, qu'est-ce qu'il y a? T'es devenue de droite, mon petit cœur saigne. D'autant qu'en plus, on sait qu'Adèle Haenel, elle était plutôt exigeante sur ses choix de films, donc elle refusait en général de jouer dans des projets trop craignos et tout. Donc, pourquoi une policière jouée par une actrice que tout le monde aime bien comme ça? Enfin, je dis tout le monde, voilà, on s'entend. Tout le monde dans le podcast, déjà, c'est bon. Tout le monde chez nous, en tout cas. Alors, ça m'a fait repenser d'ailleurs, d'une manière, il n'y a pas vraiment de lien direct, mais à un précédent intéressant dans le cinéma français, c'est celui de Michel Bouquet dans Un Condé de Yves Boisset. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Clémentine, je suis sûr, c'est 70 cette période. Mais c'est qui est un film très à gauche pour le coup, marqué par les révoltes de 68, la dénonciation déjà à l'époque aussi un peu des violences policières. Et du coup, c'est un flic qui veut venger la mort de son ami collègue, et il va enquêter lui-même, mais il va enquêter en partant complètement en couille, en étant... il tabasse un gars devant son gamin, il extorque des infos par la torture, enfin voilà. Et du coup, archétype un peu pour moi du film Dilemme moral, parce que du coup, ça commence par te poser un personnage plutôt positif, du fait que l'acteur surtout est plutôt apprécié, et puis plus ça va, et moins on est ok avec ses méthodes, quoi. Et c'est drôle parce que Boisset à l'époque avait choisi justement Michel Bouquet, qui était connu pour ses rôles légers. C'était des maris trompés, c'était des bons petits bourgeois, des rôles de comédie française, souvent. Enfin, ouais. Et là, il lui donne le rôle d'un policier un peu sanguinaire, quoi.
ce genre de film, ça peut pas laisser indifférent, surtout un public de gauche, parce qu'on est obligé de questionner nos valeurs, on est obligé de faire ce travail-là. Et c'est un peu le même genre de dilemme que j'ai eu avec En Liberté, sauf que en plus, c'est censé être une comédie. Et donc, ça ajoute une couche dans la dissonance cognitive, si vous voulez, sur le papier. C'est-à-dire, il y a Adèle Haenel, mais c'est une flic. Et en plus, je suis censé rigoler, quoi. Donc, comment ça va se passer, cette histoire ? Et je me suis posé même plus largement la question. En fait, ça dit quoi de nous, le fait de vouloir rire avec la police ? Ou rire de la police, je sais pas, il y a peut-être un peu les deux. Parce que vous en avez tous les deux un petit peu parlé, Robin et Alexia, hein, il y a le vrai sous-genre de la comédie policière, qui est un mix, pensé comme un mix de films policiers et de comédie. Sur le papier, c'est un mélange qui est pas si facile à tenir, parce que si le ridicule ou les blagues vont trop déborder sur l'intrigue policière, en fait, ça arrête d'être crédible. C'est juste une série de gags sans conséquence. Petit shout-out, évidemment, à Quentin Dupieux, qui a trouvé la solution de facilité et qui la répète film après film. Il y a systématiquement un twist méta dans le dernier quart du film, et notamment dans ses comédies policières, Au Poste et Wrong Cops. Et donc voilà, c'est un peu facile, tu fais de l'absurde, tu t'imposes pas de suivre un scénario, donc finalement tu peux faire à la fois de la comédie et du drame et de l'action, tout va bien, quoi. Wikipédia, je cite mes sources, hein. Wikipédia définit la comédie policière en expliquant sa formule, je cite, « Il existe 2 principaux types d'enquêteurs dans ce genre de film, les enquêteurs idiots et comiques involontairement, les enquêteurs qui manient l'humour, attention la suite, qui ont une forte libido, charmeur, voire macho. » J'ai rien inventé. Si je résume, ça pourrait être rire de la police versus rire avec la police. Et peut-être même, si on extrapole un peu, film de gauche vs film de droite. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Déjà, la première catégorie, les enquêteurs qui manient l'humour, c'est une catégorie que je trouve assez ambiguë, parce que pour moi, déjà, c'est pas suffisant pour que le film soit une franche comédie. Dans le cinéma d'action, on le dit souvent, il y a plein de flics cool qui font des blagues, sans que ce soit forcément des comédies au sens strict du terme. Le premier, L'Arme Fatale, Danny Glover et Mel Gibson, c'est des blagueurs, ils sont sympathiques aussi par leur côté cool. Bruce Willis dans Die Hard, évidemment, Schwarzenegger dans Last Action Hero, bref, c'est des personnages de flics. Alors d'ailleurs, je précise, ils sont jamais en costume de flics, ces gens, hein, donc ils font leur métier en étant un petit peu en usurpant l'identité de civils. C'est vrai. Peut-être pour que justement on ait plus de sympathie pour eux, parce qu'on sait bien qu'on aura moins envie de les aimer s'ils ont cet uniforme un peu bébête là avec la casquette et tout. Ouais. Si on le voit toujours à l'écran que c'est des flics, on finit par... C'est ça. Mais du coup, moi j'ai un peu le sentiment que dans ces films, c'est des flics cool, mais ils sont plus cool que flics en réalité. le fait de faire des blagues, de rajouter des blagues dans la comédie d'action, en fait, dans le film d'action, ça crée de l'empathie, malgré parfois le fait que le personnage soit un salaud, hein, malgré le fait qu'ils aient des méthodes douteuses, ça finit par toujours, d'une manière ou d'une autre, nous mettre du côté de la police, quoi. Et en vérité, le genre policier a toujours fait ça, depuis sa naissance. Le fait d'ajouter de l'humour, ça change pas fondamentalement la donne. On finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par espérer que l'enquête soit résolue, et donc que symboliquement les flics aient gagné, quoi. Oui, d'ailleurs, ça c'est hérité du polar en littérature, enfin le truc... C'est ça. La deuxième catégorie, du coup, c'est les enquêteurs idiots et comiques involontairement. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Parce que pour moi, c'est pas binaire. C'est-à-dire que, ouais, ça sonne négatif sur le papier. Si les flics sont peints comme des gens stupides, on peut imaginer que le film soit plutôt anti-flic. Sauf que, en fait, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de film qui est dans la moquerie à 100%. C'est-à-dire, faire de la moquerie sur une profession, ou même n'importe quelle catégorie sociale, c'est aussi un peu une manière d'humaniser les personnages, de créer de l'empathie. Ouais. Ils vont finalement être humains dans leur bêtise ou dans leur naïveté. C'est l'exemple par excellence pour moi, c'est dans Very Bad Cops, le titre anglais autrement plus stylé, The Other Guys, de Adam McKay. Will Ferrell qui joue ce policier naïf, un peu bébête, mais tellement humain et sincère qu'en fait t'as vraiment envie de l'aimer, quoi. Pareil dans The Nice Guys de Shane Black avec Ryan Gosling, qui est maladroit, qui est ridicule, mais en même temps on te pose quand même un personnage de dépressif, qui a des vrais problèmes d'alcool, etc. Et donc tout ça te crée de l'empathie en fait automatiquement avec le personnage. Ou Hot Fuzz, les flics qui sont des gros bouseux, on s'en moque un peu, mais en fait ce côté terroir il va finir par séduire tout le monde, y compris nous. Voilà. Donc je me suis demandé même si cette option, elle n'était pas encore plus pro-police
que la première. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ici, tu le disais à propos de la Patte Patrouille, il n'y a pas le côté potentiellement réaliste de la violence, des méthodes crapuleuses, des ripoux, et donc ça donne presque l'idée que l'institution policière, elle est humaine, elle est bancale, elle est un peu attachante dans sa naïveté, voilà, enfin, c'est des gars perdus et tout. En fait, je sais pas, c'est quand même pas complètement ça dans la réalité, quoi. Ouais. Bon, et puis ça reboucle un petit peu avec ce qu'on disait à propos de Barbie et de Ken dans le précédent épisode, c'est-à-dire que faire un personnage comique à partir d'un archétype négatif, en l'occurrence dans Barbie c'était le gros mascu, bah en fait c'est comme une bonne manière de l'humaniser et de lui donner des points où on peut s'attacher à lui, quoi. Alors voilà, est-ce que les films, les comédies policières sont toutes pro-flics ? Il me semble que justement, c'est pas complètement assumé. Et même, j'ai fait le constat en voyant pas mal ces temps-ci, que c'est souvent des films qui se croient de gauche. Les cinéastes vont brouiller les pistes, ils vont présenter les policiers comme garants de certaines valeurs progressistes. C'est Die Hard où ça finit par critiquer le capitalisme et les élites. C'est même Bad Boys de Michael Bay. C'est ultra patriote, c'est ultra pro-armes et tout, mais c'est deux héros noirs. Et il paraît qu'il s'est battu pour imposer ça contre la production qui pensait que ça marcherait jamais et tout. Souvent aussi, il y a l'idée de jouer avec les stéréotypes, jouer avec l'idée que la police serait raciste ou sexiste, ce qui en fait n'est pas seulement un stéréotype, hein, c'est aussi un peu une réalité. C'est documentaire. Mais comme les films s'en moquent, voilà, ça fait un peu bienveillant, ça fait genre « Ah là là, ils sont sexistes, ceux-là, c'est quand même... Ah, il est con. Ah. » Bon. Je trouve plusieurs exemples de ça. Dans Hot Fuzz, que j'ai déjà cité, de Edgar Wright, il y a toujours des petits rappels à l'ordre contre le sexisme des personnages. Parce que Simon Pegg, il arrive dans ce commissariat de province et il est là, genre « Non, vous pouvez pas dire ça, ça c'est misogyne et tout. » Poulvord, dans Au poste de Quentin Dupieux, il a des répliques explicitement racistes à plusieurs moments, notamment quand il dit qu'il veut pas voir King Kong parce qu'il aime pas les films chinois, texto. Et le film s'en moque, on comprend le second degré, mais en fait, Dupieux est quand même bien content de sa vanne. Ouais. Pareil, alors, L'Arme Fatale, je l'ai mis dans le blind test tout à l'heure parce que j'aime bien ce film. La blague avec le moment où ils vont interroger les gamins et où les petits, donc qui sont tous noirs, disent mais attends, faut pas répondre à la police, il paraît qu'il tue des noirs. Gêne, parce que c'est Danny Glover et qu'il est noir aussi. Et donc, mais en même temps, c'est Danny Glover, il est cool, il est de gauche, il est anti peine de mort et tout ça, il a soutenu Sanders. Donc ça humanise vraiment le personnage, ça lui donne un espèce de fond de « Ok, je comprends vos problèmes, je suis flic, je vais essayer de faire mieux. » C'est quand même une manière de contredire, du coup, ce discours-là, discours contestataire, quoi. Bah, du coup, oui, parce que lui, il est gentil. Donc, voilà. Même si c'est fait avec complicité, bah, en fait, ça brouille un peu les pistes, quoi. Et du coup, en voyant tous ces signes de mise en scène d'une espèce de pensée de gauche ou de valeur de gauche dans les films, j'étais là, mais attendez, est-ce que c'est pas un peu de la fausse gauche tout ça ? Ils se mentent à eux-mêmes. Parce qu'ils nous font croire que le racisme, oui, bon, il y en a un peu, mais vous inquiétez pas, les policiers, ils en ont conscience, ils bossent dessus. Bien sûr, ouais, c'est ça. Même Very Bad Cops, vraiment que j'aime bien. On découvre que à la fin, en fait, le vrai ennemi, c'est la finance, tout ça. Mais en fait, d'où on nous fait croire que c'est les flics qui vont lutter contre le CAC 40 et contre la finance. Ouais. Désolé, mais les vrais héros du film, c'est pas un duo de flics, ça aurait dû être Élise Lucet et Fabrice Arfi. Là, ok. Et puis, pour parler de sexisme, il est bien gentil, Edgar Wright, de pointer du doigt la misogynie des petits fonctionnaires des commissariats de province. N'empêche que toute sa trilogie Blood and Ice Cream, là, bah, c'est du pur film de bro, quoi. C'est quasiment que des mecs, ils sont présentés comme cool juste parce qu'ils font des activités de gars, c'est-à-dire boire des bières et jouer à la console, et voilà, et c'est ça qu'on regarde dans le film, on regarde que des gars qui sont entre eux et qui disent « Oh là là, le sexisme quand même, c'est pas bien ». Ouais. En vrai, même les réals progressistes de toute cette liste, donc McKay, Matt Tiernan et tout, quand ils font de la comédie policière, bah, on l'a dit, hein, ça reste des intrigues d'amitié virile. C'est des partenaires masculins, évidemment, toujours deux, enfin en réalité c'est ça, et j'ai cherché un petit peu les rares fois où c'est pas le cas. Bah, ça donne par exemple le film Les Flingueuses, je sais pas si vous avez vu ça, mais là c'est deux femmes, et vous savez ce que c'est l'intrigue ? Eh ben c'est du crépage de chignon, parce que les femmes, c'est des pestes. Évidemment. Elles peuvent pas juste s'asseoir sur le canapé, boire une bière et faire des blagues. T'es en train d'occulter toutes les séries françaises à la Julie Lescaut, ouais, etc. Je sais pas si... C'est un peu... ouais. Ah, il y a pas une série qui s'appelle... Le flic est une femme ou... Ouais, des trucs comme ça. Mais c'est pas vraiment des comédies non plus. Ah ouais, je suis resté dans les vraies comédies, mais c'est vrai qu'après on pourrait, évidemment... Julie Lescaut, il termine toujours l'épisode en rigolant tous, en même temps.
aux éclats, au ralenti dans Julie Lescaut. Chaque épisode. Ah bah c'est bon, c'est une comédie alors, vu qu'il rigole. Bon, j'ai rien dit. Ouais, tout ça pour aller où, je sais pas trop moi-même, mais en y réfléchissant, c'est peut-être ça que j'ai vraiment aimé dans En Liberté, dont je parlais tout à l'heure. C'est pas juste que j'ai un soutien inconditionnel pour Adèle Haenel. Au début du film, d'ailleurs, on sent que Salvatore, il se débat un petit peu avec une espèce de bonne conscience de gauche, genre, oui, elle est policière, mais très rapidement, on apprend qu'elle est aussi victime de son mari, qui est mort, mais on apprend qu'il était ripou, qu'il a envoyé un innocent en prison, que du coup, toute sa vie a été un mensonge, est basée sur un mensonge, voilà. Et justement, elle va essayer de retrouver l'innocent en question, essayer de se faire pardonner. Et là, j'étais là devant en me disant, mais attendez, est-ce qu'ils vont nous faire un arc de rédemption ? Genre, il y en a des biens, il y a des flics qui en fait veulent faire le bien autour d'eux quand ils se rendent compte que ça a été mal fait. Eh ben non. Le film va quand même pointer du doigt des vrais problèmes structurels. Il y a de la corruption, il y a de l'abus d'autorité, notamment quand Haenel permet à Pio Marmaille de s'enfuir en verbalisant des gens au hasard comme ça, alors que c'est plutôt des victimes. Pire, on nous montre bien dans le film que la police ne fait pas le taf pour lequel elle est payée, c'est-à-dire protéger les gens. Il y a tout un running gag sur un meurtrier qui vient se dénoncer, et en fait on l'écoute pas, parce que dans les commissariats on n'écoute pas les gens qui arrivent. Y compris quand ils viennent se dénoncer eux-mêmes. Et du coup, après, il continue. Et il revient tout le temps avec un nouveau cadavre sous le bras. Bref, j'aime bien ça parce que, pour moi, ça marche à un niveau aussi un peu politique et sociologique. C'est-à-dire que, oui, on peut dire il y en a des biens. Mais en fait, c'est trop simple. C'est pas juste il y a des gentils flics, il y a des méchants flics. Ce qui marche, c'est que Haenel, dans En Liberté, c'est une flic qui a des bonnes valeurs, mais c'est une policière quand même. Alors que d'habitude, les bons flics au cinéma, c'est pas vraiment des flics. C'est juste des bons gars à qui on a mis un costume de flic. Et du coup, ça reste très loin de la réalité. Ils sont pas du tout crédibles comme policiers. Ils ont pas les défauts liés aux problèmes structurels. Ça y est, j'ai dit structurels, qu'on peut reprocher à la police. Ouais. Alors que dans Liberté, oui, c'est pas un film safe space non plus, comme tu disais Clémentine. C'est-à-dire qu'on passe par des émotions contradictoires. Mais, pour une fois, tout ce que nous, les gens de gauche, on s'est tué à dire sur la police depuis des années, sur des trucs qui dysfonctionnent, ben on a l'impression qu'il y a un cinéaste qui l'a un petit peu entendu. Et ça fait plaisir. C'est toujours ça de prix. On dirait la conclusion d'une des chroniques d'Alice quand elle parle des films qui sont un peu sexistes, mais moins que d'habitude, alors c'est déjà pas si mal. C'est un peu ça aussi avec cette comédie policière. Moi, je sais que je l'ai vu, mais alors je l'ai vu dans l'avion en venant à un de mes voyages à Montréal, fait que j'en ai à peu près aucun souvenir. On a souvent cette discussion-là, c'est la question de, ok, est-ce qu'on peut faire des films où on parle du collectif, mais avec les codes du cinéma hollywoodien, qui est donc s'attacher à des personnages, à des individus, à des acteurs et des actrices, en l'occurrence ici Adèle Haenel. Et donc, est-ce qu'on peut parler de problèmes qui sont structurels parce qu'ils parleraient de collectif, mais avec des héros et des héroïnes c'est un peu ça vers lequel on tend un tout petit peu avec ce film-là ou... Ouais, et aussi parce que il n'y a jamais d'héroïsation, contrairement en fait à des... Moi, j'ai un peu l'impression que le genre policier, dans son ensemble, en fait, il a besoin d'une résolution. Et comme il a besoin quand même que l'intrigue soit crédible, eh ben, forcément, à un moment donné, les flics vont réussir à faire un coup d'éclat pour résoudre le meurtre ou quoi que ce soit. Alors qu'ici, en fait, c'est une comédie policière dans laquelle il n'y a pas d'intrigue à résoudre. Okay. Il n'y a pas de mystère. Il y a juste un développement qui se joue entre les personnages. Et du coup, Salvatore, il peut se permettre de pas avoir de héros iconisés ou épiques, tu vois, et c'est ça qui fait aussi que ça peut être des personnages qui ont des défauts, mais dont on va apprécier quand même certaines choses. Et est-ce que ça a le côté fausse piste dont on a parlé tout à l'heure ou pas ? Parce que finalement, est-ce que c'est un film policier ? C'est ça la question, si je la formule correctement. Eh ben, peut-être que c'est ça. Le moyen de faire une comédie policière de gauche, c'est que ce soit une comédie sur la police, mais peut-être pas un film policier. Parce que là, au final, l'intrigue policière, elle est résolue dès le début. On nous dit, c'est bon, on a compris ce qu'il faisait, ton mari, c'était un ripou, et voilà, l'enquête, elle est réglée. Et ensuite, on voit ce qui se passe après. Et ça, c'est encore plus intéressant, en fait. C'est bien, c'est littéralement l'inverse de La Nuit du 12, où on nous dit dès le début que l'enquête va jamais être résolue. C'est vrai. Pour La Nuit du 12, d'ailleurs, c'est tiré, en fait, d'un fait réel. Oui. Et malheureusement, ça n'a jamais été résolu. C'est ça. Là, il joue vraiment de ce parallèle entre le premier carton du film qui dit ça n'a pas été résolu, puis le dernier qui nous dit
que c'est inspiré d'un fait réel. Qui est très inspiré d'ailleurs, c'est pas strictement Oui. le même fait divers, je crois. D'ailleurs, il est complètement ailleurs. J'ai pas compris pourquoi le film était situé en Maurienne, alors que je crois que le fait divers de base, c'est en région parisienne ou un truc comme ça. Ouais, moi je me suis posé la question aussi, et en fait j'ai trouvé deux réponses, enfin deux hypothèses. La première, c'est que c'est déjà plus sympa de filmer la montagne que de filmer la Seine-et-Marne ou je ne sais quoi. La deuxième, c'est que je sais qu'il y a des régions qui ont des aides pour la production de films. C'était le cas à l'époque du Nord-Pas-de-Calais, c'est pour ça qu'il y avait eu plusieurs films et séries qui étaient tournés dans le Nord-Pas-de-Calais, et je me suis dit, peut-être que là, ils ont bénéficié de subventions ou quelque chose pour les pousser à aller filmer là-bas. Ce qui est intéressant, parce que dans ce cas, ça veut dire que donc, la région a filmé pour dire que ces flics étaient vraiment nuls et qu'il y avait... qu'ils n'avaient pas trouvé. Mais en même temps, c'est des bons gars, et puis ça, ils n'avaient pas trouvé, et puis que le tissu social aussi est pas très reluisant non plus, là. C'est pas qu'ils sont nuls, parce que tu vois que eux, ils prennent à cœur l'enquête, mais ils n'ont pas les budgets, et ça, par contre, je trouve que c'est un truc assez intéressant aussi de... la question de à qui est-ce qu'on attribue les budgets, à quelles enquêtes on attribue les budgets, et on voit bien que un féminicide, c'est pas prioritaire. Oui. Mais au risque de donner une image de la province, peut-être un peu pas méritée, quoi. D'ailleurs, le parallèle entre à quelles enquêtes on donne du financement et à quels films on donne du financement, il serait à creuser un petit peu. En tout cas, c'est vraiment intéressant, et ça me fait penser que j'ai un de mes films préférés de comédie policière, Mais qui a tué Pamela Rose. Je suis en train de réfléchir à... Oh, c'est vrai, je l'ai pas vu depuis hyper longtemps. Gauche ou droite, Pamela Rose. En tout cas, je sais pas. Je dirais de gauche, mais je vais aller le revoir quand même, dans le doute. On fera ça. On vous dira sur les réseaux sociaux. Suivez notre live tweet Qui a tué Pamela Rose. Pareil pour La Cité de la Peur, d'ailleurs, que tu disais tout à l'heure, on sait plus quoi penser. Merci, Raph. On est en train de repasser donc toute notre histoire des comédies populaires. Et puis cœur sur Adèle Haenel, qui donc ne fera plus de comédie policière. En terminant, on va faire comme d'habitude quelques conseils, mais je vais pas vous forcer à conseiller des films en lien avec le sujet d'aujourd'hui, déjà parce qu'on en a cité beaucoup, mais aussi parce que on a pas mal critiqué la police. Est-ce qu'on a encore des bons films de police à conseiller? Je sais pas, fait que à vous de voir. Qu'est-ce qu'on conseille en cette fin d'émission, police ou pas police? C'est vous qui voyez. Clémentine. Du coup, Raphaël en a parlé, il y a Un Condé, mais je vais encore refaire la pub de ce film dont je parle souvent et sur lequel j'ai consacré une vidéo, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d'Elio Petri. Je pense que là, pour le coup, contrairement à La Nuit du 12, on a une vraie critique de l'institution policière et de l'impunité des policiers. C'est vrai, il est bien très très cool ce film. Alexia, est-ce que tu as des conseils encore? En fait, moi, c'est la chronique de Raph qui m'a inspiré une réflexion, et j'aurais un conseil aux réalisateurs et réalisatrices. J'aime ça. En fait, je me disais, il y a peu de films sur des histoires de bros, d'amitié de deux hommes, il me semble, parce qu'il y a toujours un peu ce spectre de l'homosexualité, et je me demandais si le fait d'en faire des policiers, donc dans une institution hyper virile, c'était pas pour évacuer ce spectre-là et dire no homo. Donc, mon conseil, ça serait faites des films sur des amitiés entre hommes, sans forcément en faire des policiers. Et inversement, un film sur des policiers gays, pourquoi pas? Oui. Pour casser les stéréotypes dans les deux sens. Ok, c'est bon, on prend l'idée. Raph, as-tu encore des conseils? Moi, je vous conseille, si vous avez un coup de mou un peu, vous trouvez que le monde va mal, le conflit au Moyen-Orient ne termine pas, les punaises de lit, ça devient l'enfer et tout, vous matez la scène d'intro de Very Bad Cops, donc d'Adam McKay, où les deux super flics joués par Samuel Jackson et Dwayne Johnson envoient une voiture s'exploser dans la Trump Tower. C'est jouissif. Vous savez, quand les SOSDEM, ils disent en manif « La police, avec nous », et là, c'est vrai, quoi. Là, on y croit. Voilà. Ok, ça donne envie. Déjà, moi, t'as dit Dwayne Johnson, j'étais vendu. C'est ça. Donc, je vais aller voir ça.
Qu'est-ce que j'aurais à conseiller, moi j'ai parlé des dessins animés de notre enfance. Je sais pas si je peux le conseiller parce que je sais pas si c'est possible de revoir. Mais donc, vous allez me dire sur tous les réseaux sociaux possibles, parce qu'on en a beaucoup, parce que vous connaissez l'état en ce moment de Twitter, mais essayez de me dire si on peut revoir quelque part la série animée Funky Cops. Vous vous souvenez de Funky Cops ? Pas du tout. C'était des deux flics dans une ville états-unienne un peu fantasmée qui donc il y avait un noir avec une afro et un blanc avec une sorte de pantalon pas de def et un col vraiment évasé avec une touffe de poils qui sort, c'est très stylisé. Et la journée, ils résolvent des crimes et la nuit, ils dansent le disco dans les boîtes de nuit. Je sais pas, j'ai très envie de revoir Funky Cops. Fait que si vous savez où est-ce qu'on peut trouver ça, dites-le moi. Et puis sinon, sérieusement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous pouvez aller lire le bouquin dirigé par Gwenola Ricordo, édité chez Lux, éditeur ici au Québec. 1312 raisons d'abolir la police. Et du coup, comme tu as parlé de disco, ça me donne un autre conseil que j'ai envie de vous faire. J'y avais pas pensé avant. Il faut absolument jouer au jeu qui s'appelle Disco Elysium. Ah oui. Il a quelques années, mais on joue un flic complètement amnésique et avec plein de problèmes de santé mentale, d'alcoolisme, de tout ce que tu veux. C'est un jeu un peu crade, dans une espèce de dystopie post-soviétique où les gens, du coup, écoutent de la disco. Trop bien. Et il y a une bonne partie des enquêtes qui portent là-dessus, d'ailleurs, sur le fait de réaménager une église en club ou des trucs comme ça. C'est ultra bien écrit. Si vous aimez les jeux narratifs où on fait des choix tout le temps pour savoir comment va s'orienter la personnalité de celui que tu joues, c'est ultra cool. Donc si vous l'avez pas fait, un bon jeu où on se plaît à incarner un policier. Parce que c'est nous qui choisissons comment il va être et quelle moralité il va avoir. En terminant, c'est le moment autopromo. Où est-ce qu'on peut vous lire, vous suivre, vous écouter, vous regarder ? Clémentine ? Toujours sur YouTube, Cinéma et Politique. Je suis toujours en train de faire ma vidéo sur Nosferatu, donc je pense que ça sortira plutôt début janvier. Excellent, moi j'ai vraiment très très hâte. Je le redis une fois de plus. Alexia, tes 12 000 projets à la radio CISM, notamment. 1312. 1312 projets. Alors, jusqu'à la fin de cette saison, on peut m'entendre dans Balado sur la montagne, qui est une émission en ondes consacrée au podcast produit dans le cadre de l'Université de Montréal. Donc, si vous cherchez des suggestions de podcasts, c'est cool. C'est une émission pour à connaître un peu la jeunesse de ces projets-là. Puis après ça, on écoute un épisode ou bien des extraits. Et puis, j'ai mon propre podcast à moi qui s'appelle Québec au pluriel. Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram Québec au pluriel. Et donc c'est un podcast qui parle des Québécois et des Québécoises qui conjuguent leur identité québécoise avec d'autres influences culturelles, ethniques, religieuses ou n'importe quelles influences en fait. Et ça va continuer, je sais pas, jusqu'à ce que j'en devienne riche. Donc longtemps. C'est bon, vous avez quelques épisodes encore à attendre. Ouais. Raph ? Eh ben, on me retrouve sur à peu près tous les réseaux sociaux possibles, notamment les nouveaux, qu'on ne doit pas nommer. Et si vous êtes dans les parages de Caen début décembre, j'organise un colloque de 2 jours qui portera sur les spectres au cinéma, et dans le cinéma contemporain notamment. C'est 7 et 8 décembre prochain à l'université de Caen, et c'est gratuit, c'est ouvert, il y a du café, voilà, si ça vous intéresse. Il y a toujours du café. Il y a toujours un peu trop de café, je dois dire, mais ça fait partie du jeu. C'est ça. Quant à moi, vous pouvez me retrouver également sur CISM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal, 89.3 en FM à Montréal. Et sur Internet, j'ai en ce moment une émission qui s'appelle Tout est dans le cloud, qui parle de réseaux sociaux et de plateformes numériques. Puis je suis très content de parler de ça cette saison. Puis ça se peut que je revienne avec mon émission de chansons à partir du mois de janvier. Je suis en train de réfléchir à ça, parce que faut aussi que je finisse ma thèse à un moment donné. Fait qu'on va voir. T'as planifié un grand retour quelques mois après avoir arrêté. Ouais, c'était prévu que j'arrête pour une saison, mais je sais pas. Je suis en train de me dire que ce serait raisonnable que je finisse ma thèse et que je reprenne après. Mais tu sais, la raison, parfois, c'est pas exactement le critère numéro 1 des choix qu'on fait dans la vie. Fait qu'on va voir ce que ça donnera.
Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute du podcast, 22e épisode. Merci à tous et à toutes au micro d'avoir parlé de la police aussi longuement. Oh, peut-être il y aura un retour, il y aura ce que Bad Boys 2 est à Bad Boys 1, c'est-à-dire la même chose avec plus d'explosions. C'est ça. Je suis sûr que dans l'équipe habituelle du podcast, il y a encore des gens qui auraient envie de mettre leur grain de sel dans le sujet, fait qu'on verra. On n'a pas l'habitude d'être capable de vous annoncer les thèmes d'émission à l'avance, hein, donc go with the flow. Merci à tous, et puis on se revient dans 4 à 6 semaines pour un nouvel épisode du Balado, une invention sans avenir. Bye. Bye. Bye bye. Salut tout le monde. Let's On dit pas merci à un flic. Tu m'entends? Jamais. Même si t'aides à traverser la route, tu lui dis pas merci, c'est tout. Il a fallu que je dise quoi? Que tu lui dises rien. Et si tu veux vraiment lui dire quelque chose, tu lui dis crève charogne, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Stu. Oh, it's joking. Je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Je suis flic. Juste un flic. Mon Dieu, comme j'ai été sotte. J'ai cru que... Nous avons été sottes, toutes les deux. We don't mess around. Everybody was kung fu